Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes à la recherche de solutions naturelles pour mieux vivre avec Parkinson. Je suis Tiffany Rossato, naturopathe, aromathérapeute et créatrice du premier podcast francophone dédié à la maladie de Parkinson au naturel. Une fois par mois, seul ou accompagné d'invités, je vous donne rendez-vous pour vous partager mes connaissances de naturopathe, donner la parole aux personnes atteintes, à leur entourage, ainsi qu'aux professionnels du bien-être et de la santé globale. À travers des conversations intimes et authentiques, ma mission avec ce podcast est d'explorer la réalité de la vie avec Parkinson et vous offrir des ressources pour prendre soin de vous naturellement. Informer, inspirer, partager des histoires de vie, des moments de joie et vous accompagner pour mieux vivre avec Parkinson au naturel, voici ce que vous aurez la chance de découvrir au fil des épisodes. Maintenant, à l'antenne. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mieux vivre avec Parkinson au naturel. D'ailleurs, avant de commencer, je voulais juste prendre un moment pour vous dire merci. Le podcast a dépassé les 1500 écoutes, je pense qu'on s'approche là des 1600 écoutes et franchement, ça me fait chaud au cœur. Savoir que ces conversations résonnent, vous inspirent et vous accompagnent, c'est juste incroyable. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à une de mes abonnés qui se reconnaîtra et qui m'envoie des messages pour me dire ça y est, j'ai trouvé une motivation supplémentaire pour faire mes entraînements. J'écoute tes épisodes de podcast. Donc, tu te reconnaîtras. Merci, ça me fait vraiment plaisir. À vous qui écoutez et qui partagez, n'hésitez pas à laisser un avis, à vous abonner, à partager le podcast. C'est des tout petits gestes, mais moi, ça m'aide vraiment à diffuser mon message au plus grand nombre. Encore une fois, merci, c'est grâce à vous que je vis cette belle aventure. Aujourd'hui, j'accueille une invitée vraiment spéciale, Virginie. Avec Virginie, on a choisi de parler du positif, des moments de joie, de voyage, de l'avenir et surtout de son bonheur. Parce que oui, il y a une vie au-delà de Parky. Virginie cohabite avec Parkinson depuis 12 ans maintenant, entre sa médication qu'elle a parfois dû prendre à chaque 2 heures, la pompe, ses 3 stimulations cérébrales profondes, on pourrait croire que son quotidien est un combat permanent. Mais ce serait oublier sa résilience, son énergie incroyable et son envie de croquer la vie à pleines dents. Quand on a enregistré cet épisode, on était début novembre et elle me parlait de son projet de recommencer la course. Eh bien, il y a quelques jours, elle a couru la Monaco Run, un 10 km. Waouh, vraiment, c'est tellement inspirant. Au-delà de sa vie bien remplie que vous allez découvrir, notamment avec son fils Sandro, ses voyages, sa maman, Virginie est aussi très engagée pour la communauté. Vous la connaissez d'ailleurs peut-être sous le nom de Madame Parkinson. Elle partage son parcours sur son blog où elle parle de son quotidien, de son style de vie, de sa résilience et surtout de son positivisme. Une vraie pépite à découvrir. Si vous voulez aussi la suivre de façon plus spontanée, allez voir son compte Instagram, Madame Parkinson, où elle partage son quotidien avec beaucoup d'authenticité. Cet épisode lui ressemble, il est positif, spontané, inspirant. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à enregistrer cette discussion finalement. Allez, c'est parti, installez-vous bien, on vous embarque avec nous dans ce bel échange. Alors, bonjour Virginie, tu es connue plus sous le pseudonyme Madame Parkinson. J'ai eu envie de t'inviter puisque j'ai beaucoup aimé la vibe, l'énergie qu'il y a sur... moi, je t'ai connue via ton compte Instagram. Donc voilà, je me suis dit que ça serait un super moment pour nos auditeurs qu'ils connaissent ton parcours et puis comment tu vis aujourd'hui.
Donc, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, Virginie, s'il te plaît? Bonjour Tiffany, je te remercie énormément pour cette invitation parce qu'en fait elle a un double impact pour moi. Déjà parce qu'elle met de la lumière aussi sur mon Instagram et aussi parce qu'en fait j'ai une amie en parallèle qui fait la même formation que toi et qui est en France. Donc enfin je trouve ça très très intéressant en fait de pouvoir comparer et d'avoir une belle énergie. Et en plus ta voix elle passe extrêmement bien au niveau du podcast, j'adore. Je trouve que tu as une voix qui va tout à fait avec ça. Donc, merci, merci mille fois. Merci à toi. C'est vraiment un plaisir qui est partagé. Donc, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Madame Parkinson, qui es-tu? Quel âge as-tu? Comment tu as envie de te présenter à nos auditeurs? Et ben, en fait, madame Parkinson, en fait, elle est née, en juillet, donc c'est pas si vieux que ça. Elle est née d'une envie, en fait, de communiquer sur la maladie et de profiter aussi, de mettre en lumière, en fait, les voyages que je fais avec mon fils, l'envie de partager et cette envie, elle est née, en fait, d'un voyage que j'ai fait en Islande. Et lors de ce voyage, j'ai eu 4 fois dans des stops qu'on a fait avec mon fils, j'ai vu des gens qui avaient la maladie de Parkinson et ça m'a énormément touchée. Mais du bon côté, c'est-à-dire que j'ai vu qu'ils étaient en famille. Moi, ma famille, ben, en fait, elle est pas très nombreuse et du coup, j'avais envie, à la suite de ça, en fait, c'est revenu en me disant: «Beh, tiens, en fait, ce serait intéressant, en fait, de partager», parce que maintenant, en fait, j'ai digéré l'information et ça ne me fait pas peur de rencontrer d'autres personnes. Parce que je pense qu'à chaque étape, en fait, de la maladie, hem, il y a des fois où on a envie ou des fois enfin, je pense que l'image de l'autre ou ce que renvoie, en fait, le Parkinson fait que certaines personnes ont peur. Des fois, il y en a qui n'ont pas envie de voir, en fait, parce que ça leur envoie des images qui sont pas forcément positives et moi, je me suis dit que peut-être qu'à 52 ans maintenant, avec 10 ans, en fait, d'antériorité de la maladie, du coup, maintenant, je me sens libre, de pouvoir, en fait, en parler librement et c'est pour ça qu'en fait, l'Instagram est sorti et pourquoi Madame Parkinson? Bah, c'est parce que quand j'ai voyagé en Asie, en fait, il y avait, Monsieur Bike, il y avait, Monsieur, je sais pas quoi, Pneu et cetera. Donc il y avait toujours, en fait, un docteur qui, réparait quelque chose et je me suis dit que Madame Parkinson, en fait, c'était rigolo et que ça me plaisait bien donc voilà comment c'est parti. Super. Et c'est vrai que ce que tu me dis, ça fait écho à, parce que ça fait plusieurs années, tu l'expliqueras, hein, que tu cohabites avec Parkinson et c'est vrai que souvent les personnes qui viennent, de recevoir le diagnostic, souvent c'est ce qu'elles me disent, c'est qu'elles ont peur d'être, parfois d'appeler par exemple les associations ou d'aller rechercher de l'aide, parce qu'elles ont peur d'être confrontées à un futur qu'elles sont pas prêtes, encore à voir et il peut y avoir un petit peu une tendance à l'isolement ou alors, ne pas en parler, alors que le besoin est là et que ça résonne par rapport à ce que tu me dis. Toi, je pense que tu as cette «expérience-là» entre guillemets, cette distance que tu as pu, construire, ressentir et acquérir en fait, au fil des années? Ben oui, en fait, ce que j'avais envie aussi, c'est que comme j'ai expérimenté aussi le côté aidant et le côté, enfin le côté soignant, soigné, du coup, je pense que c'est aussi intéressant d'avoir ce double regard parce que quand j'ai commencé une formation, en fait, d'aide-soignante, à l'époque, beh, en fait, je me suis inscrite mais j'avais pas, l'autorisation normalement de me présenter au concours, mais j'avais besoin de travailler de travailler donc comment dire? Donc j'ai fait le concours, j'ai passé en aveugle, donc ça n'a pas été simple. Ensuite, j'ai fait les 2 ans de formation. Après, une fois que j'ai eu mon diplôme et bah, j'ai travaillé pendant 2 ans, en soins de suite et de réadaptation et aussi en EHPAD et puis au bout de 2 ans, beh, comme je travaillais de nuit parce que ça me permettait en fait d'accompagner mon fils le matin à l'école, et de travailler la nuit. Donc ça m'a permis, si tu veux, avoir un double regard entre le fait d'avoir été, soignant et soigné et ça me permet, en fait, maintenant de me dire que je suis en capacité, en fait, d'accepter parce que la plupart du temps, des fois, quand j'accompagnais, déjà parce que j'ai passé mon diplôme, déjà à l'aveugle, enfin pas à l'aveugle, c'est-à-dire que je n'ai pas dit que j'étais atteinte de la maladie. Donc pendant que je passais mon examen, si tu veux, ça a duré pendant 1 an. Donc j'ai fait des stages et j'en ai entendu pas mal en disant mais parce que, bah, il fallait que j'arrive
à contrôler en fait mes gestes et que déjà la maladie était présente et quand il y a du stress et tout, c'est pas évident parce qu'on a des symptômes qui sont beaucoup plus visibles et donc il y en a qui m'ont dit: «Mais tu trembles, mais tu devrais pas comme ça et tu aurais pas Parkinson». Enfin, j'ai entendu un petit peu de tout et dans l'intimité aussi, j'ai accompagné des gens où je me suis permise en fait de leur dire que j'avais la maladie parce qu'eux-mêmes étaient touchés. Par exemple en stage, ça m'a permis en fait d'accorder plus de temps, par exemple à une personne qui pour manger et cetera. Donc ça m'a fait énormément plaisir et ensuite je lui ai dit que, bah, j'étais atteinte de la maladie de Parkinson comme elle. Mais ça m'a permis aussi d'aller contre mes craintes, c'est-à-dire que oui, j'ai vu que, les fins sont pas toujours, évidentes, mais que la maladie, elle progresse. En plus enfin, pas la maladie, pardon, que la science, elle progresse et donc il faut rester positif et puis après en fait, et puis quand tu es aide-soignante, de toute façon au début, quand je rentrais, je parlais beaucoup, de mon travail et finalement les gens, c'est un métier assez de l'ombre et ils aiment pas trop en fait être confrontés à ça. Donc après tout à chacun en fait a son évolution. Donc moi, il m'a fallu beaucoup de temps en fait pour accepter de voir d'autres personnes atteintes par la maladie, voilà. Et même aujourd'hui, tu vois, je vois des fois sur des réseaux, les gens, ils parlent beaucoup, ils montrent des personnes dont la marche est difficile, ou la personne, tu sais, elle fait du freezing et puis des fois elle tombe, elle chute. Et moi, c'est pas forcément des images que j'ai envie de montrer, dans le sens où c'est pas positif, c'est pas que ça existe pas, mais on montre en fait quand c'est l'évolution à la fin. Et moi, en fait, je me dis qu'entre moi, j'ai 50 et la personne qu'on montre, des fois, elle a 70 ou 80 ans. Je me dis que j'ai 20 ans de marge et que j'ai confiance en l'avenir et que la recherche va évoluer. Donc, tu vois, c'est pas que je fais fi de ce qui va arriver, mais je me dis que j'ai 20 ans, et que du coup la science va évoluer et que chacun en plus a son rythme. Donc, je ne veux pas, c'est pas que je l'évince, mais je montre pas ces images-là. En tout cas, c'est mon souhait. Tu fais le choix aussi de te concentrer sur le positif parce que même, comme tu le dis, si on sait que c'est une maladie qui évolue, entre toi qui a 50 ans et la personne que tu vas voir et que d'autres personnes vont voir qui sera beaucoup plus vieille, qui aura pas du tout le même parcours de vie, il y a un énorme laps de temps et quelque part tu réponds à cette question-là. Qu'est-ce que je fais de ce laps de temps? Qu'est-ce que je fais du moment présent? Comment est-ce que j'ai envie de le vivre, de l'alimenter et tout ça, ça fait partie aussi, le mindset est hyper important sur l'évolution, de la maladie et donc toi, c'est ça que tu as envie de partager et de montrer et de rendre plus visible? Oui, voilà, exactement. Donc en fait, ce que j'avais envie de montrer, c'est le côté, positif. Puis comme j'ai un fils qui a 12 ans, en réalité avec lui, ben, je fais plein de choses. Donc je voyage. Donc en fait, le voyage aussi, ça m'a été, transmis en fait par mon père et donc bah, à l'époque, c'était plus difficile de voyager et par exemple, c'est vrai que j'avais omis que c'était quand même assez un aventurier dans l'âme parce qu'à l'époque, on avait été en Norvège, on avait été en Grèce, en Crète et je me rappelle, avoir attendu, tu vois, par exemple, le bateau ou d'avoir loupé quelque chose. Mais on oublie qu'il y a quelques années en arrière, on n'avait pas la possibilité de réserver en ligne, on n'avait pas tout ça. Les bateaux, c'était un peu aléatoire et tout. Donc finalement, c'est plus compliqué. Et j'ai retrouvé ça en fait par les diapositives qu'il m'avait laissées et je trouve ça admirable. Et c'est une amie à moi quand elle est venue qui m'a dit mais tu as de la chance parce que ton père il t'avait quand même donné ce goût des voyages et donc ça j'avais oublié puis donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de transmettre. Donc après, il y en a beaucoup qui m'ont dit aussi: «Mais comment tu fais pour alimenter, tu sais, avoir de l'argent pour faire ces voyages?» Donc en fait, ben, avant j'avais travaillé, puis la perte de mon papa aussi, ben, il avait acheté un appartement et donc j'ai fait le choix de le vendre pour, finalement réinvestir dans un appartement aussi, mais d'avoir une liberté d'utiliser de l'argent autrement et de le consacrer en fait au voyage pour créer des souvenirs avec mon fils. Et mon fils, le plus beau cadeau qu'il m'a fait la dernière fois, c'est qu'il y avait, quelqu'un qui a un Instagram qui s'appelle Parkipote et elle communique en fait beaucoup avec sa fille qui est beaucoup plus grande. Puis là, elle fait en fait un petit réseau sur, WhatsApp ou je ne sais plus, mais elle avait demandé en fait, si mon fils en fait voulait éventuellement prendre la parole. Mais mon fils, il a 12 ans, donc il aime pas trop. Mais le plus beau cadeau qu'il m'a fait, c'est mais maman, il me dit: «Mais Parkinson», il me dit: «Mais c'est bien, c'est une chance». Alors je lui ai dit: «Beh, c'est vrai que des fois, en fait», j'ai dit: «Bah, c'est bien parce qu'il a transformé cette maladie qui est quand même, invalidante et
et il faut accepter à chaque fois que tu es bien, en fait, peu de temps après, en fait, ça se décline. Donc en fait, il faut être toujours, adaptable et toujours rester positif et lui, en fait, ben, c'est bien parce que j'ai trouvé que, ben, peut-être que par mon expérience, finalement, il a alimenté le côté des choses qui est il ne voit que le beau et ça, je trouve ça formidable. Donc c'est ça qui me plaît. Ouais, tu lui as transmis vraiment une autre image, même j'ai même envie de dire, du mot maladie, enfin, tu vois, de manière plus générale ou de manière plus large que Parkinson. Bien évidemment, personne, ne voudrait avoir une maladie, quelle qu'elle soit, mais mais c'est là aussi où tu creuses, où tu vas plus loin, c'est que tu vas toujours essayer de montrer, et pas juste le montrer, mais en fait vivre, partager, même avec ton fils qui a 12 ans, quoi. Tu changes sa vision, de la maladie, de l'être humain et comment est-ce qu'on peut réussir à être heureux, à être heureuse malgré, les défis, de la maladie, quoi. Et puis récemment, en fait, je suis partie avec une amie qui s'appelle Céline, avec qui je suis partie, en fait, aux Baléares et c'était aussi une façon, en fait, de la remercier pour l'accompagnement qu'elle avait fait à mes côtés. Parce qu'en fait, je lui ai dit: «Beh, c'est vrai que j'avais été opérée, 2 fois». Puis elle me dit: «Non, tu as été opérée 3 fois». Parce que c'est vrai que j'avais oublié que j'avais été, implantée, puis désimplantée, puis réimplantée et c'est vrai que, j'avais oublié, tu vois, la phase entre les 2 qui consistait, en fait, à enlever l'implant cérébral parce que malheureusement, ben, il était sorti. Il y a une électrode, en fait, qui avait fait un rejet au niveau de ma tête et donc c'est vrai que ça a été un moment, assez paniquant, mais j'ai pas paniqué, tu vois? Enfin, j'ai été dans la salle de bain, j'ai pris la photo, mon fils était là, je suis sortie et j'ai pas voulu tout de suite le mettre, tu vois, dans le stress, donc bon et après, en fait, on a transformé les choses de manière à ce qu'ils le vivent positivement et finalement, ils m'en parlent pas. Donc ça, c'est plutôt, ça, c'est gagné, quoi. Enfin, donc moi, j'essaye, en fait, de transmuter le négatif en positif. Je dis pas que c'est toujours facile, mais en fait, l'énergie que j'ai envie de transmettre, c'est ça, quoi. Parce que je trouve que de montrer, en fait, les difficultés, ben, quand tu as la maladie de Parkinson, tu sais que tu as des difficultés, c'est sûr. Puis en vieillissant, il y a d'autres choses qui s'additionnent. Et donc, c'est bien aussi d'en parler parce que des fois, moi, j'en parle ouvertement parce qu'il y a des fois où tu dis c'est encore Parkinson qui me joue des tours. Puis non, en fait, c'est parce que tu as 52 ans puis que tu as des douleurs qui arrivent et qu'il faut pas tout mettre sous le dos de Parkinson. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'en débattre. Et aussi, c'est pour ça aussi que j'avais fait un blog parce que le blog aussi, ça me permet d'expliquer en fait le déroulement de tout ce que j'ai traversé et aussi de prendre les choses au moment où la personne, elle veut piocher des informations. Donc elle n'est pas obligée de tout lire, elle peut prendre que des infos et donc ça, je trouvais que ça, c'était intéressant donc voilà. Et tu dirais que ça a été quand même un exutoire pour toi aussi, la création? Parce que ceux qui seront intéressés pourront aller lire, hein, ton blog où tu racontes quand même, tout ton parcours, toute ton histoire, un peu, comme des mini chapitres, C'est ça. finalement et on voit vraiment, l'évolution et que est-ce que tu dirais que ça a été un exutoire pour toi aussi? Ben oui, parce que je pense que c'était une première thérapie, de coucher les choses et puis aussi que ça laisse une trace aussi pour la suite. Parce que je me dis que finalement, modestement, à chaque niveau, on peut laisser une trace pour, la maladie enfin pas pour la maladie, mais ça donnait un sens si tu veux. Je me disais: «Bah, j'ai pas tout traversé ça pour rien». Et donc en fait, je me suis dit que le coucher sur un papier et puis pour mon fils aussi parce que finalement, mon père, il est parti il y a par exemple en 2021 et un et je me dis: «Bon, il me reste des choses de lui, mais son problème enfin qu'il avait et qu'il m'a retransmis, c'était de me dire qu'en fait, il trouvait qu'il était peut-être d'une autre planète et qu'il comprenait pas en fait quelle était sa mission ici sur terre» et si tu veux, ce manque-là, il m'est resté longtemps, tu sais comme une espèce de recherche intérieure en me disant: «Mais moi aussi, quel est mon but et tout?» Et en fait, avec ce blog et puis cet Instagram, ça m'a donné, en fait, une force supplémentaire de me dire: «Bah, en fait, c'est une existence qui peut être vouée aussi et tournée vers les autres», en partageant, ben, comment moi je l'ai traversée, mais modestement, sans dire, «Bah, faut faire comme ci ou faire comme ça». Mais voilà, c'était laisser une trace et puis, bah, si ça peut aider certaines personnes à aller mieux, ben, tant mieux, quoi. Parce que c'était le but et puis comme ma mère aussi, elle a la maladie de Parkinson,
Ben, on est 2 donc et dans des filiations directes. Donc en fait, c'était aussi laisser une trace à mon fils pour les générations futures, en disant que, ben, si par exemple, il faut qu'il soit quand même assez vigilant pour savoir, bah, la maladie, on ne sait pas trop encore comment elle vient, elle arrive. Donc en fait, si dans 4 5 ans, il a un enfant puis que ça ressort, ben, peut-être que ma trace à ce moment-là, elle servira pour alimenter, tu vois, de la recherche ou autre. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de coucher enfin ça sur le papier, donc c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur. Ouais, en t'écoutant, tu es à la fois, comment je pourrais dire? Tournée vers le passé parce qu'on sent que ton papa a beaucoup, impacté et les voyages, je voulais te poser d'ailleurs, c'était une des questions que je voulais te poser aussi. Est-ce que tu as l'impression de continuer finalement l'héritage de ton papa avec ton fils? Parce que tu fais énormément de voyages. Donc voilà, il y a on sent en toi ce lien vers le passé, mais en même temps aussi de beaucoup, être, tourné vers le futur et de penser aux générations, futures et aussi de laisser quelque chose, laisser une forme d'héritage à ton fils, malgré encore une fois, la difficulté que ça peut représenter. Bah, oui, c'est exactement ça parce que, en fait, bah, mon père, en fait, quand il est parti, si tu veux, j'ai eu l'impression, en fait, d'un vide immense. Pour moi, en fait, j'ai dit: «Bah, c'est le phare d'Alexandrie, en fait, qui est tombé dans la mer» et c'est vrai que ces voyages, par exemple, quand je suis allée à la montagne et tout, comme c'était quelqu'un avec lequel, en fait, on a expérimenté beaucoup le ski, il skiait encore jusqu'à l'âge de, 70 ans. Donc à chaque fois, on allait skier ensemble avec mon fils et on était 3 générations sur les skis, je trouvais ça formidable. Donc du coup, mon fils, en fait, je lui ai transmis aussi l'amour de la montagne et la montagne, en fait, c'est un rapprochement, ouais, spirituel, vers mon père. Mais mon père, en fait, ouais, je suis tournée pour le passé pour mon père parce que j'ai envie qu'il soit transgénérationnel. Parce qu'il y a aussi son père avec lequel, voilà, il avait une grosse connexion. Mais je suis pas nostalgique, du passé, quoi. C'est-à-dire que je me dis que, si tu veux, on peut pas avancer en regardant par derrière. Enfin, pour moi, quand on me pose des questions sur ma trace, si tu veux, par rapport à mon vécu par rapport à Parkinson, c'est vrai que des fois, en fait, j'ai du mal à me rappeler parce que, des fois, en fait, quand on me demande: «Mais par où ça a commencé?» Oui, ça, je le sais, mais par exemple, les traitements, les trucs et tout, si tu veux, pour moi, j'ai assimilé ça comme des étapes, mais maintenant, en fait, je veux continuer, si tu veux, à progresser vers le devant. Donc l'arrière, en fait, bah, c'est derrière et puis j'ai eu de la chance encore, tu vois, d'avoir eu, 3 implants, donc enfin 3 chirurgies qui sont quand même importantes, mais avec un professeur où j'avais vraiment, énormément de confiance, avec un staff qui était vraiment impressionnant, tu vois? Donc je veux dire, j'ai été super bien entourée, même au jour d'aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de transmuter, de dire: «Ben, en fait, il faut pas hésiter à discuter des problématiques, parce que, à chaque problème a sa solution et que de rester enfermé et de ne pas dialoguer vers l'extérieur, c'est un frein, quoi». Donc c'est pour ça que j'essaye au maximum d'essayer de vulgariser les choses et que mon modeste témoignage puisse aider certaines personnes. Ouais, c'est super, hein, surtout comme on le dit souvent, là, on peut avoir tendance à s'isoler, à avoir, honte. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages ça avec ta communauté ou quand les gens viennent je sais peut-être te parler en privé ou est-ce que tu retrouves ces thématiques-là? Est-ce que, tu sens justement que tu peux les accompagner à transmuter en fait, quelque part, leur expérience à travers la tienne? Bah, en fait, là, j'essaye d'ouvrir parce qu'à chaque fois, en fait, si tu veux, j'ai la trame du blog et ensuite j'alimente avec des articles. Mais c'est vrai que je suis encore en tâtonnement parce qu'il y a des gens qui me connaissent pas, parce que c'est le démarrage et donc c'est normal, hein, parce que j'ai ouvert il y a peu de temps, l'Instagram. Mais du coup, c'est le temps que les personnes, tu sais, digèrent l'information ou retrouvent l'information ou me trouvent, c'est pas toujours facile et puis comme moi c'est récent pour moi tout ça, donc je suis pas très habile avec, toutes ces f tous ces réseaux sociaux, donc c'est pas toujours évident de se mettre en avant. Mais l'idée aussi, c'était aussi de montrer que
en fait, où j'en suis aujourd'hui aussi, c'est grâce à un cercle de femmes que j'avais eu autour de moi et donc j'essaye ensuite, tu vois, de mettre la parole, en fait et de faire tourner de faire tourner les belles choses qui ont gravi autour de moi. Donc voilà, donc là, j'ai fait parler Annie qui fait de la plongée. Après, je fais de l'équithérapie. Ensuite, tu vois, j'ai quelqu'un qui fait des bijoux. Après, j'ai une femme aussi qui va me masser. Après, j'ai une amie Odile aussi qui a une autre opération, mais qui participe aussi à mon blog. Puis l'idée du blog aussi, c'était d'ouvrir aussi, tu sais, l'écriture à d'autres personnes qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir accès à l'Instagram ou à un blog. Donc, j'avais envie aussi que ça devienne communautaire dans le sens de dire, ben, moi, je peux partager sur mon blog, puis de venez alimenter pour que la communauté s'agrandisse. Parce que Parkinson, oui, c'est un handicap invisible. Donc, il y a peut-être d'autres handicaps invisibles que je ne connais pas. Donc, si tu veux, c'était pour aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que Parkinson, ça m'intéresse, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont des maladies que je ne connais pas et qui peuvent également traverser les mêmes étapes que moi j'ai eues. Donc, la renonciation, le truc. Puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que par exemple, Annick qui a partagé, qui a fait une interview sur la plongée. Donc, cette personne, en fait, elle a eu un cancer, elle a perdu ses cheveux, elle a une spondylarthrite, mais elle communique pas sur ça, tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui est très positif dans l'action et donc ça m'intéresse aussi beaucoup. Donc ça après j'ai Virginie aussi donc qui fait aussi une école de naturopathie et qui a aussi une spondylarthrite mais depuis quand même pas mal d'années et qui ne communique pas du tout dessus. Donc tu vois c'est donc j'aime bien m'entourer en fait de gens qui ont une bonne dynamique et qui me donnent le sourire et qui me tirent en fait vers le haut parce que je trouve que c'est gratifiant et puis c'est aidant. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une aide précieuse, quoi. Puis ça transmute au-delà des frontières parce que j'ai quelqu'un aussi qui est au Québec, donc Martine et Sam, puis j'ai mon amie d'enfance aussi qui s'appelle Marina. Et bah pareil, tu vois, je leur fais des gros clins d'œil parce que voilà, c'est des gens qui ont beaucoup compté pour moi. Puis pareil au Chili, j'ai Chichi et Paloma. Donc voilà, c'est des gens que j'ai dans mon cœur et qui me donnent de la joie et qui me procurent beaucoup de sentiments positifs parce que ma famille est vraiment restreinte maintenant. Donc voilà. Ouais, je sais que parce que bon, on s'est déjà parlé, on s'est déjà rencontrés avant d'enregistrer et je sens à chaque fois, ce plaisir et cette gratitude, en fait, que tu as d'avoir un entourage. Je sais que tu as des amis que tu as de longue date. Est-ce que tu as envie de nous en parler plus, de pas forcément de ton entourage sur les personnes, sauf si tu le désires, mais quelle différence elles ont fait? Comment est-ce qu'elles ont, pu justement, t'apporter, du positif? Bah, en fait, il y a Céline qui habite à Nice et comme en fait, ben, mon opération s'est fait là-bas, en fait, elle est venue régulièrement m'apporter du réconfort. Ses enfants aussi sont venus à l'hôpital, donc il y a eu Tao. Après il y a eu Louane, mais maintenant Louane, en fait, elle fait ses études, donc elle est plutôt dans la région, de d'Orléans. Mais en fait, Tao est venu aussi à la maison, enfin me voir à l'hôpital, pardon. Puis il avait, enfin moi je l'ai connu, il avait 12 13 ans, tu vois? Donc maintenant il en a plus de 20 21. Donc ça fait longtemps qu'on se connaît et on s'est retrouvés en fait de façon comme ça, de façon curieuse. On s'est recroisés en fait à Nice. Donc voilà. Après hier, je suis allée voir Grégory qui est un copain aussi. Donc là, j'ai parlé aussi de l'orthopédie parce qu'avant on était podo-orthésiste avec Céline et donc bah, Greg, je l'ai retrouvé pareil à l'orgue parce il a monté son cabinet là. Et ensuite, ben, en fait, qui c'est que j'ai d'autre? Ben, Sam et Martine, je les ai connus il y a très longtemps aussi, il y a plus de 20 ans. On faisait un tour, en fait, au niveau, du Népal et on s'est retrouvés, comme ça parce qu'ils parlaient français. Donc, ils m'ont dit: «Ah bah, ça, c'est bien une Française, quand on parlait français». Donc, du coup, tu vois, on a fait un rapprochement comme ça et donc, je les ai toujours avec moi et on essaye de se voir tous les 2 ans et donc, voilà et mais cette année, bon, bah, Martine, elle a perdu sa maman et c'est vrai que bon, c'était quelque chose qui était très triste parce que quand je l'ai appris, on était en Andalousie et bon, c'était pas chose aisée mais elle l'a très bien pris donc voilà. Après, c'est pareil, tu vois, le deuil du parent ou les choses comme ça, ben, c'est quelque chose dont chacun le vit à sa façon. Donc, je n'essaye pas de traduire en fait comment moi je l'ai vécu. J'essaye que les gens, en fait, parce que chacun vit son deuil d'une certaine manière, comme la maladie. Et donc, en fait, je trouve que c'est intéressant d'entendre comment les gens ils le vivent et ensuite de pouvoir ouvrir le dialogue sur
un autre chose. Mais je pars pas avec une idée préconçue à dire: «Bah, faut faire ci, faut faire ça, faut aller là», parce que je trouve ça tellement lourd en fait de donner des conseils que ou de dire la peine qu'on a traversée, voilà, je me dis que ça sert à rien. Donc je préfère en fait, dire: «Ben, vis ton expérience et puis quand tu auras pris ton expérience, après tu reviendras pour m'expliquer et me demander mon point de vue». Parce que par exemple, il y a une personne, je pense que c'est la personne que tu vas interviewer la prochaine fois. Elle m'avait dit qu'elle avait été à Lamalou-les-Bains. En fait, c'est un endroit où tu peux faire en fait, comment ça s'appelle? Une thalasso. Elle m'a demandé en fait, ce que j'en avais pensé et je lui ai dit: «Ben, en fait, moi j'en ai pensé quelque chose, mais comme toi, tu vas y aller, tu vas le vivre et ensuite on échangera. Tu me diras ce que toi, tu as tiré et à ce moment-là, je te partagerai mon vécu». Et puis bon, elle m'a fait un retour et je lui ai fait le mien et c'est vrai qu'il y avait une corrélation entre nos 2 points de vue, donc on en a rigolé. Mais c'est après, je veux pas influencer sur la chose, mais voilà, après je peux dire: «Bah, voilà comment moi je l'ai vécu» et puis ça donne en fait matière à discuter et à faire une ouverture parce que c'est ce qui est positif, en fait, c'est d'ouvrir son esprit et d'être curieux aussi de rencontrer l'autre, voilà. Donc la rencontre et l'échange, on va dire que c'est les 2 choses qui sont motivantes pour moi. Oui, puis des fois, par exemple, si on reprend cet exemple de thalasso, peut-être que la personne l'aura fait à un moment donné de sa vie où elle en aura besoin, où ça aurait pu lui faire du bien, alors que toi, tu l'as fait à un moment donné de ta vie où c'était pas du tout la ressource dont tu avais besoin. Donc je comprends tout à fait quand tu dis, «Raconte-moi d'abord et puis après je te ferai, mon retour», parce que si la personne, ça lui a fait du bien, bah, tu es sûr que tu as pas envie d'influer là-dessus parce que c'est la ressource dont elle avait besoin, à un moment T. C'est ça. Pareil, tu vois, il y a plein de choses aussi où j'ai écouté aussi le podcast que tu avais enregistré aussi avec ta sœur, qui était très touchant parce que bon, bah, voilà, vous avez une affinité particulière et je trouve ça beau, en fait, de vous être rejoints sur ça. Et elle parlait en fait du bricolage et qu'elle était consciente en fait que ça monopolisait énormément de temps. Et moi, c'était pareil, tu vois, quand je faisais parce que je fais des galets, en fait, ça s'appelle galets sacrés aussi. Et donc, je peins des galets, mais avant, c'était une obsession, quoi. Ça devenait, tu sais, en fait, on appelle ça maniaque. Et moi, je croyais que maniaque, c'était celui qui rangeait, qui nettoyait sa maison. Pas du tout. En fait, c'est que tu fais, en fait, quelque chose qui devient, comment dire, qui te mange, qui te prend tout ton temps et qui t'empêche, en fait, de faire des activités extérieures et ça te vampirise. Donc ça aussi, j'ai fait un article parce que je me suis dit que pour moi, c'était vraiment une peine d'entendre, enfin, tu vois, quand je l'ai raconté, je me suis dit: «Voilà, c'est encore Parkinson là qui me joue des tours». Mais après, tu vois, ça a été aussi libérateur parce que je me suis dit: «Bah, maintenant, je m'octroie 5 cailloux, puis quand je les ai faits, tu vois, je m'en prends pas 50 000, j'en achète 5, je les peins, puis après c'est bon, c'est OK pour moi». Donc en fait, il faut se refaire aussi des contrats avec soi-même, mais c'est important aussi d'ouvrir le dialogue sur ça parce qu'il y a plein de paramètres que les personnes en fait elles osent pas, forcément parler. Par exemple, la sexualité, la constipation, tu vois? Des choses comme ça, en fait, moi, ça m'intéresse de les toucher ces problèmes parce que c'est des choses par exemple, quand j'étais aide-soignante, il y avait un monsieur qui avait la maladie de Parkinson, il sonnait tout le temps, on va dire toutes les 2 heures, il appelait. Puis tu vois, bon, j'ai beau être aide-soignante, à l'époque, j'avais la maladie de Parkinson, mais j'en étais pas à cet état d'évolution, tu vois? Donc, par exemple, quand tu as la maladie de Parkinson, la nuit, en fait, il y a un relâchement de la vessie, ce qui fait que tu as envie régulièrement d'avoir envie de faire pipi et d'uriner et tu te lèves et tu fais 3 gouttes, puis tu te recouches et ça revient et te recouches et ça revient. Puis moi, à l'époque, je connaissais pas ça parce que j'étais pas encore à ce niveau-là. Donc si tu veux, le monsieur, je disais: «Bah, ouais, on va y aller». Mais tu vois, lui, à un moment donné, je lui ai dit: «Mais on va mettre quand même le pistolet», tu sais, c'est un quelque chose pour être, tu sais, pour faire pipi. Mais lui, il voulait toujours se lever avec le risque parce que de chute, parce qu'il était obligé d'utiliser un déambulateur, puis c'était compliqué à la fin. Mais après les autres filles, tu vois, elles disaient: «Ouais, il nous casse les pieds parce qu'il est toujours à nous appeler» et c'est vrai que dans la nuit, quand tu es 2 pour faire 3 étages, c'est pas possible à un moment donné. Donc je comprenais bien où il en était et c'était triste. Donc il y a des choses aussi que j'ai digérées par rapport à ça, on va le dire, ouais, tu vois? Là, on parle de pipi, maintenant c'est constipation. Mais maintenant que, par exemple, j'ai la stimulation cérébrale profonde et ben, en fait, comme c'est stimulé, en fait, j'ai une contraction de la vessie, donc je n'ai plus cette envie d'uriner tous les soirs. Donc ça évite les réveils, donc j'ai une meilleure qualité de sommeil.
Je dis pas que le sommeil est grand, mais il y a des jours où, bah, comme tout à chacun, on dort plus ou moins bien, tu vois? Mais bon, quand je dors 5 ou 6 heures d'affilée, je suis très contente parce que, voilà, je me dis que le matin, bah, je suis bien, je suis en forme. Puis s'il y a une journée où je dors pas, ce qui m'arrive, bah, le lendemain, je sais que la nuit, elle va être positive. Donc, je vais bien récupérer. Donc voilà, ça balance un peu, mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant de parler aussi tu vois, des choses que les personnes, elles veulent pas forcément mettre en lumière. Donc, voilà. Ah non, c'est clair, puis souvent les choses qu'on n'a pas envie de mettre en lumière, bah, c'est souvent celles qui peuvent aussi, dégrader, la qualité de vie, quoi. Je veux dire, la constipation, on le sait, hein, c'est, une grande majorité des personnes qui ont Parkinson qui vivent avec la constipation et puis, bah, oui, effectivement, quand tu te lèves, je sais pas combien de fois, dans la nuit, pour faire, 2-3 gouttes, c'est tu pas envie de le partager, mais pourtant si on arrive à peut-être pas régler le problème, en tout cas, si tu arrives au moins à échanger, te dire: «Ah, non, mais je suis pas toute seule à vivre ça» ou «Je suis pas tout seul à vivre ça», ben, ça enlève les tabous, ça enlève un petit peu de charge mentale et oui, oui, moi je 3000 d'accord avec toi, parlons-en et puis ça fait partie de la vie, je veux dire, Bah, par exemple, tu vois, par exemple, j'ai dû passer une coloscopie parce que j'avais des saignements au niveau, des rectoralgies. Donc au niveau du rectum, j'avais des saignements. Donc j'ai été, consultée, puis la personne m'a dit: ben comme dans ma famille, j'ai mon grand-père qui est enfin mon grand-père qui est décédé, en fait, du cancer du côlon», m'a dit: «Ce serait peut-être bien quand même de passer une coloscopie». Donc quand j'ai passé la coloscopie avec mon examen, donc je lui ai spécifié que j'avais Parkinson, mais le médecin, il a pas augmenté, tu sais, la phase par rapport à d'autres personnes. Il a pas augmenté le temps, tu sais, de prise pour la purge, et cetera. Donc quand j'y suis allée, ben, en fait, la personne, elle m'a dit: «Bah, j'ai fait l'examen qu'il fallait, mais j'ai pas pu monter plus haut parce que en fait, tu vois, comme il m'a dit: ben comme vous avez Parkinson, il aurait fallu faire plus longtemps le traitement tu sais, pour les résidus, et cetera. Il aurait fallu prendre la purge plus longtemps». Mais tu vois, je me dis: ben le gars, c'est un médecin», donc je me dis: «C'est un médecin, bon, il peut pas tout connaître». Mais ça, c'est un peu dommage parce que je me dis: «Bah, si la prochaine fois je dois le passer, je dois repasser sur cette coloscopie». Je veux dire, finalement, elle a été incomplète et ça a été marqué: «Résultat incomplet du fait de Parkinson». Donc, du coup, j'ai eu mon résultat, mais qui est incomplet. Donc, si tu veux, bon, c'est pas que je suis spécialement inquiète. Donc, mais par exemple, là, pour la mammographie, si tu veux, comme j'ai une pile qui est posée à gauche, bah, je leur ai expliqué que moi, en fait, comme il est obligé d'écraser le sein sous la plaque et que du coup, l'appareil, en fait, faut vraiment s'accrocher. Donc moi, j'avais peur, tu sais, que ça me ripe et que ça me fasse mal. Donc elle m'a placé le sein sous la plaque, mais elle a mis pareil à gauche. Elle m'a marqué que l'examen est incomplet du fait du port, en fait, d'une pile en fait, la maladie de Parkinson. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. C'est-à-dire que du coup, tu as une inquiétude qui se loge là-dedans, mais tu te dis, bon, bah, ok, quoi. Comment on pourrait faire pour aussi avoir un examen qui est plus probant ou de se dire, ben, qu'est-ce qui pourrait engendrer, tu sais, bon, il y a la palpation, tu sais, manuelle et tout. Donc ça, c'est bien aussi de le pouvoir le faire. Donc ça, c'est des choses que j'ai jamais parlé. Et c'est vrai que là, comme on est sur un registre du soin, bah, c'est important aussi de le dire. Pareil sur la sexualité, moi je sais qu'en fait, j'avais fait un petit message sur ça. Puis sur Instagram, en fait, comme tu n'as pas le droit tu vois, de parler de la sexualité, finalement mon truc, il a été plutôt il a été mis dans la catégorie, tu vois, limite. Alors que je me dis que j'ai pas montré, tu vois, j'ai pas montré de seins ou de trucs comme ça que tu peux voir des fois sur Instagram avec des photos. Donc en fait, il a été placé comme pas impudique, mais comme ayant des propos, tu sais, qui sont un peu, donc c'est un peu bizarre. Mais enfin bon, c'est comme ça, il faut accepter aussi la finalité et la limite de Instagram. Mais la sexualité, je sais que c'est un souci parce que moi, je sais que par exemple, bon bah, par exemple, évidemment, quand tu arrives à 52 ans, tu as aussi une sécheresse vaginale. Donc c'est vrai que les rapports sont plus difficiles. Mais du coup aussi, tu sais, sur la sensibilité, moi, je sais que quand j'avais le papa de mon fils qui me caressait ou machin, bah, comme en fait j'ai des hypersensibilités, bah, des fois c'est pas facile quoi. Je veux dire des fois ou même pour les massages, bah, le rapport au corps, moi j'ai trouvé quelqu'un là qui masse très bien. Du coup, je n'ai plus ces c'est des sensations qui sont étranges. Je sais pas s'il y en a d'autres
qui peuvent traduire ça ou qui l'ont ressenti, mais en fait, ça fait comme de l'électricité et trouvent ça désagréable. En fait, il faut que ce soit plus profond, mais sans faire mal. Mais du coup, c'est un peu gênant quand tu es avec un partenaire. Bon, si tu es avec lui depuis longtemps, il y a pas de souci. Encore, il faut que la communication se passe bien. Mais du coup, il y en a beaucoup aussi qui freinent en fait, leur sexualité ou qui vont pas chercher un autre compagnon ou qui, voilà, ça, c'est un peu aussi un problème qui est un peu tabou et donc il y a une infirmière aussi qui m'a dit: «Bah, c'est bien, enfin vous parlez de ça». Bah, oui, mais en fait, tu vois, c'est pas tout à chacun, en fait, tu peux pas, toujours parler de ce que tu veux, donc bon. Donc voilà, après ça, c'est des sujets, tu vois, qu'on n'avait pas du tout abordés quand on s'était téléphoné, en amont. On avait parlé de la sexualité, on s'est dit: «Bon, on fera un autre épisode C'est ça. consacré consacré à ça» parce que justement Instagram, c'est génial, mais ça a ses limites. Bon, bah, regarde, le podcast, il est plus adapté, il permet, d'en parler, mais effectivement, puis tu vois, moi, c'est un thème aussi que justement je m'étais dit: «Ça serait bien de faire un épisode là-dessus et d'en parler» parce que, ben, encore une fois, c'est, des changements en fait qui vont s'installer, dans ton rapport au corps, qui vont s'installer dans ta relation, à l'autre, hein. Même si tu es, depuis, des années et des années avec ton partenaire ou ta partenaire, bah, en fait, c'est de se dire: «OK, notre réalité elle a changé, qu'est-ce qu'on fait? Et comment on peut réussir à se créer une nouvelle réalité en prenant en compte de nouveaux paramètres?» Mais que tu dis, bah, déjà, il y a la fatigue potentiellement, il y a ton rapport au corps à toi aussi qui change, il y a la communication, puis quels sont les besoins? Il y en a qui vont avoir besoin de beaucoup, parler, donc est-ce que tu peux avoir besoin d'un support psy? Est-ce que justement tu as pas envie de quelque chose de rigide, mais plus, bah, justement, les communautés comme tu peux créer, via Madame Parkinson ou se rencontrer ou des cafés? Je crois qu'on avait parlé aussi, des cafés quand on s'était appelé. Mais oui, clairement, en tout cas, moi, je suis partante, hein, Virginie, on se refait un épisode, on parle de la sexualité, mais vraiment, je pense que Qui me tiennent vraiment à cœur. Puis en plus, moi, je peux te dire aussi que parce que pendant 1 an, en fait, j'ai eu la pompe apomorphinique la journée. Mais quand, en fait, on m'a fait l'extraction, en fait, l'enlèvement de l'implant, j'ai dû l'avoir, cette petite sacoche noire, matin, midi, soir, 24 heures sur 24. Donc, c'est sûr que là, c'est pas évident parce que toi, on te dit, ben, tu dois porter ça jour et nuit. Tu te dis, non, mais attends, comment je vais faire? Et au début, moi, j'avais l'impression que c'était un joke, tu vois, que c'était une plaisanterie. Puis la fille, elle me fait enfin, ils m'ont dit: «Mais non, vous devez porter ça jour et nuit». Donc au début, tu es avec ta sacoche, tu vois, en bandoulière avec ton truc dedans, puis tu dis: «Mais comment je vais faire pour dormir?» Et puis en fait, tu arrives à dormir, tu le mets là, enfin, tu vois, il y a des astuces que tu prends. Puis après, je sais qu'il y a beaucoup d'astuces aussi que j'ai jamais parlé. C'est par exemple, au début, moi, quand j'ai eu cette pompe, en fait, bah, j'ai cherché des solutions. Donc là, j'appelle toutes les couturières à l'aide parce qu'en fait, moi, tu vois, là, quand tu as, ben, en fait, tu as un petit système en fait que tu implantes avec un piqueur. Après enfin moi je le faisais toute seule ça. Mais après parce que bon, bah, avant j'étais aide-soignante et puis bon, je pense que maintenant tu peux être formée aussi et ça t'évite quand tu pas trop peur de la manipulation et que voilà, ça te permet d'être autonome et d'éviter d'avoir un service infirmier qui te bloque. Parce que bon, elles aussi, elles ont les toilettes, les trucs, donc tu pas forcément en première, tu sais, en première intention de passage. Donc après, tu vois, j'avais aimé j'avais demandé, tu sais, à ce qu'il y ait, par exemple, des porte-jartelles, tu sais, où je pouvais le mettre glisser dedans pour les mettre ou alors des actions, tu sais, pour mettre au niveau du soutien-gorge. Parce qu'en fait, quand tu as le diabète, tu as beaucoup de pompes, puis ça concerne beaucoup les enfants. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont mis dessus. Mais pour Parkinson, ça représente quand même 200 000 personnes, mais tu rien. Donc, en fait, moi, ce que j'ai vu, la première fois quand j'avais eu utilité de cette pompe apomorphinique, c'était en 2021. Donc de 2021 jusqu'à aujourd'hui 2024, il y a d'autres choses qui ont été proposées, notamment par les laboratoires. Mais en fait, si tu veux, à l'époque, il y avait juste, tu sais, une ceinture. Mais le problème de la ceinture avec, tu sais, dessus, c'était accroché, tu sais, comme les téléphones, on voit chez les gars. Enfin, je sais pas si tu vois, tu sais, ça se porte à la ceinture. Mais le problème, c'est que quand tu vas aux toilettes, ta ceinture avec la pompe, elle tombe. Donc, tu as tout le système qui tombe par terre. Donc, c'est galère. Donc, après, tu vois, cette bandoulière, ben, moi, je la cachais. Je mettais le sac bandoulière, en fait, autour du cou et je la mettais, en fait, entre 2 épaisseurs. Mais ce que j'achetais, en fait, tu sais, c'est ce qui est fait maintenant pour ceux qui font du raid, des treks et des raids, parce que c'est des grands sacs extensibles en tissu. Et à l'intérieur, normalement, derrière, tu
peux mettre, tu sais, des barres de céréales, tu peux mettre même une petite gourde et ben, ça, en fait, je m'en suis acheté 2, 3 parce que là, en fait, je le mettais autour du cou, pardon, autour de l'abdomen et ça me permettait d'être, libre dans mes actions. Donc du coup, tu peux mettre une robe, tu peux mettre un pantalon. Moi, je porte des pantalons, sans ceinture, donc ça veut dire que tu peux enlever ton pantalon, mais tout ne tombe pas. Donc tu vois, c'est beaucoup plus pratique. Mmh. Ah Donc, bah, tu oui, vois, oui, il y a oui. plein de choses à penser qui ne sont pas faites et parce que, bon, bah, la pompe apomorphinique aussi, il y a plus de variété, c'est plus gros. Puis, en fait, les enfants aussi, ça touche beaucoup plus, c'est beaucoup plus sensible que, en fait, toi, les adultes parce que, voilà, il y a plus de on se dit: «Ben, ouais, les enfants, c'est beaucoup plus touchant que les gens qui ont Parkinson». Bon, après, c'est un fait, mais, je trouve que c'est intéressant de dire, ben, si toi, tu as des gens qui peuvent faire de la couture, bah, c'est intéressant aussi parce que voilà quoi, ça permet aussi d'être plus féminin et je trouve que c'est bien aussi d'être une femme et de pas perdre, sa féminité, quoi. Puis le ressenti aussi, tu vois, j'ai une amie qui a eu, une opération, par exemple. Moi, j'ai pas eu de problème pendant 3 fois. 3 ans de suite, j'ai eu les cheveux rasés. Ça m'a pas gênée outre mesure. Après, je mettais des chapeaux et tout, bon. Mais par exemple, là, j'ai une copine à moi, elle, ça a été vraiment quelque chose de difficile à comment dire? À ingurgiter, à vivre, voilà, merci, parce que ça faisait partie de sa féminité. Donc là, tu vois, on va en parler mais tu vois, c'est des choses que moi, j'ai pas vécues, donc enfin, j'ai pas vécu ça comme ça, donc pour moi, c'était pas un problème. Mais du coup, de savoir que d'autres personnes, ça peut être une problématique, c'est intéressant aussi de confronter les avis, de dire: «Ben, moi, en fait, avec un petit chapeau, une petite fleur, voilà, ma féminité est toujours là». Mais de ressentir comment la personne, elle l'a vécu, c'est bien de se dire: «Ah bah oui, moi, je l'ai vécu comme ça, toi, tu l'as vécu comme ça. OK, c'est accepté», quoi, tu vois? Et ça peut-être parler à d'autres personnes et du coup, ça permet aussi d'ouvrir le dialogue sur ça. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide? Là, on se dit: «Bon, OK, il y a plein de choses auxquelles il faut penser, mais bah, soyons créatifs». Tu vois, tu parles des couturières ou de sacs de trek que tu as achetés pour, la pompe à apomorphine. Mais oui, enfin, partageons nos ressources, enfin, limite, faudrait créer, je sais pas moi, une base de données C'est ça. avec tout, où tu vois, toutes les personnes pourraient, dire: «Bah, voilà, parce que ça semble bête, mais comme tu dis, bah, voilà quoi, tu vois, tu dois aller à la salle de bain, tu as ton truc qui tombe, bah, oui, les cheveux, on sait que souvent c'est hyper lié à la féminité pour la femme. Qu'est-ce qu'on peut faire? OK, est-ce qu'on peut l'anticiper parce qu'on sait que c'est une étape par laquelle elle va passer? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Comment est-ce qu'on peut être, ouais, créatif, mais dans le bon sens du terme quoi, pour aider la personne, du mieux possible à vivre, les étapes, par lesquelles, elle va passer quoi. Tout à fait. Puis moi, en fait, aussi, tu vois, j'ai 2 cicatrices. Donc il y en a une qui est plus jolie, tu vois? Quand je la montre, on fait: «Ah ça va, elle est jolie et tout». Mais l'autre côté, bah, malheureusement, elle a un enfin, tu vois, j'avais porté pas c'est pas que j'avais porté moins de soin, mais je l'avais pas massée, donc ce qui fait qu'elle est plus collée et donc elle se voit beaucoup plus. Bon, après moi, ça me gêne pas, je me mets en maillot, enfin, tu vois? Quand même, j'ai fait aussi aide-soignante par rapport à mon rapport au corps parce que j'étais très, très j'étais très complexée. Donc maintenant, je me dis: «Bon, bah, à 52 ans, c'est encore complexé, ben, ma foi, c'est pas gra enfin, ma foi, faut que tu te ren que tu passes à travers ça aussi, tu vois? Donc et puis maintenant, bah, je me dis: «Mes cicatrices aussi, ça fait partie de moi et elles sont acceptées» et par contre, je sais qu'il faut pas que je les mette au soleil donc pareil, j'ai souvent un chapeau sur la tête parce que, ou un bonnet parce que c'est pour protéger mes cicatrices. Comme en fait, mes cicatrices, elles sont, comment dire? Comme j'ai été opérée quand même 3 fois, si tu veux, mes cheveux n'ont pas complètement repoussé, donc je suis obligée de protéger pour éviter que le soleil vienne, tu vois, à ces endroits-là qui sont plus sensibles. Puis le crâne, en fait, comme on est en situation debout, si tu veux, c'est le truc qui est pris en premier. Et comme la dernière fois, comme il m'a dit, le professeur Fontaine qui m'a opérée, il m'a dit: «Cette fois-ci, je l'ai pas fait en éveillé, je l'ai fait en endormi». Donc parce qu'ils avaient bien repéré l'endroit, donc j'ai pu eu à subir, ça. Mais du coup, il m'a fait rire parce qu'il m'a dit: «Ouais, j'ai fait des» comment dire? Je lui ai dit: Vous avez fait de la sculpture sur crâne?» Alors il a rigolé parce que c'est vrai qu'ils ont été obligés, en fait, si tu veux, pour pas que ça ressorte, de fraiser, si tu veux, mon crâne. Mais après, tu vois, c'est vrai que certaines personnes, quand je dis ça, ça les effraie. Mais pour moi, je me dis que maintenant, je me dis, beh, quand on entend des gens qui sont bloqués, qui sont capables, tu sais, de sectionner une main ou un bras ou un machin, je me dis oui, que c'est possible. Que si en fait dans ta tête, tu t'es dit, ben, moi je me suis dit, c'est
ou tu luttes plus et puis voilà quoi, c'est fini. Ou alors en fait, et ben, tu comment dire? Tu transmutes ça en te disant: ben il faut que je le fasse parce que sans ça, en fait, ma qualité de vie, elle va diminuer et que j'ai envie de vivre et que j'ai envie de vivre mieux». Donc tu vois, voilà, comme ça. Donc voilà, c'était aussi donc quand j'ai dit au professeur Fontaine: «Ouais, vous avez fait de la sculpture sur crâne», il a rigolé parce que pour moi, c'était voilà, c'était mettre ça aussi en dérision. Mais, mais après, je sais qu'il y a des personnes aussi, tu vois, dans mon blog, tu vois, j'ai marqué vraiment, les opérations pour la SCP, que je l'ai fait en où je l'ai pratiqué en éveillé. Mais c'est pas pour faire peur, c'est pour dire, beh, chacun vit la SCP parce qu'il y en a qui m'ont dit ce que c'était la SCP, en fait, c'est l'implant cérébral profond. C'est pour dire, ben, voilà, moi je l'ai vécu comme ça, mais chacun pareil. J'ai été beaucoup aidée par, les kinés, par, les séances d'hypnose, donc ça, c'était super. Et alors qu'au début, tu vois, j'y misais pas, forcément, je savais pas si ça allait marcher. Mais Ouais, en tu fait, ça a misais pas bien sur ses ressources. oui et puis pareil pour la kiné, tu vois, elle m'avait proposé de mobiliser mes jambes et tout, mais moi, en fait, j'avais peur de tu sais, ben, en fait, tu peux pas bouger, mais dans ma tête, j'allais j parce qu'en fait, tu as un halo crânien qui est coincé, en fait, dans ton crâne, c'est vissé, donc tu peux pas bouger. Mais moi, j'avais peur qu'en mobilisant, tu vois, ça arrive à me bouger puis que je sais pas, que ça glisse ou tu vois? Mais c'est moi dans ma tête et en fait, c'est quand, finalement, elles se sont présentées à moi, les kinés, pour me faire pour me bouger mon corps, mais ça m'a fait trop du bien parce que rester pendant 4 heures, si tu veux, sur une planche dure, c'est pas possible parce que tu as mal partout donc j'ai eu beaucoup de ressources et c'est que voilà, c'est pas pour faire peur parce que je sais qu'il y en a qui ont peur. Il y a même une dame qui m'avait contactée aussi parce que son mari, en fait, il donc elle est toujours présente pour lui, mais lui, il veut pas parler de sa maladie. Donc je lui dis: «Bah, il faut respecter, mais il faut peut-être essayer de voir entre eux un dialogue ouvert pour savoir pour quelles raisons ils peuvent pas partager, tu vois, ils peuvent pas partager ça. Donc elle me dit: «Bon, on est mariés pour le meilleur et pour le pire». Oui, d'accord, mais ça suffit pas pour moi. Parce que je me dis qu'à un moment donné, si elle en parle, c'est qu'elle est en souffrance et que en fait, si tu es un couple, moi j'imagine qu'ils sont solides parce que ça fait pas mal de temps qu'ils sont ensemble. Mais tu vois, je dis: «Il faudrait qu'ils arrivent à ouvrir le dialogue pour, sans comment dire, précipiter les choses, mais savoir pourquoi il a des réticences et mettre des mots aussi sur elle, sur ses craintes. Donc, voilà. Donc ça, je pense que c'est aussi intéressant de dire, voilà, moi, où j'en suis au jour d'aujourd'hui, j'ai besoin de ça, mais pas dire à l'autre, oui, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Non, c'est chacun qui va dire par rapport à son ressenti à lui. Parce que ça, enfin, je trouve que c'est très, très important. Enfin, pour moi, c'est important aussi de dire ben, ce qu'on ressent et puis d'expliquer aussi les choses, d'ouvrir le dialogue, c'est voilà, les échanges, c'est pour ça aussi que je trouve que c'est très bien en fait bah, d'ouvrir les débats et plus largement, tu vois, c'est d'ouvrir le maximum d'ouverture pour que de toucher tous les secteurs pour pouvoir essayer de trouver, de fédérer et de dire: ben maintenant vous êtes plus seuls et ensemble en fait avançons avec le sourire». Voilà, c'est ça. Non, non, c'est clair. Après, je pense que, comme tu le dis très bien, on réagit tous de manière différente et les hommes aussi, peut-être que ça peut les confronter à, à cette perte d'autonomie où tu sais, des fois, un petit peu l'image de l'homme, en fait, qui doit, gérer ou qui doit assumer et en tout cas, j'en sais rien, hein, mais je me dis peut-être que les femmes, des parfois, en tout cas, on dit qu'on a peut-être un petit peu plus cette facilité, tu sais, à être dans l'émotionnel ou en tout cas à dire, «Bon OK, je vois bien qu'il y a quelque chose, faut qu'on en parle, quoi». Les hommes, souvent, je dis pas que c'est valable pour tous les hommes, mais la communication, elle est moins évidente et puis, Oui, c'est sûr, mais des fois, les hommes, ils disent: «Je peux pas être dans ta tête» parce il faut expliquer les choses. Par exemple, si tu mets la poubelle dehors, il va pas comprendre. Alors, il faut lui dire: «Bah, voilà, j'aimerais bien que tu me vides ma poubelle». Donc en fait, là, c'est la même chose, c'est dire: «Bah, moi, je peux pas être dans ta tête, je peux pas savoir ce qui s'y passe. Donc si tu as des résistances, si tu veux pas qu'on en parle, pour quelles raisons? Est-ce que tu es d'accord pour échanger avec moi? Me dire quels sont tes freins pour que j'essaye de comprendre et qu'on se mette, en fait, sur le même diapason». Parce que, au diapason, parce qu'à un moment donné, si tous les 2 ils sont d'accord, tu vois, pour dire: «Oui, OK, on le cache», pas besoin pas
pas, tu vois, on va pas le traduire à l'extérieur. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, forcément, ça va se voir. Parce que les gens, ils vont se rencontrer, enfin, ils vont dire, les amis, ils vont me dire, puis ils vont peut-être constater des choses. Donc, du coup, peut-être qu'elle, elle va en souffrir et que petite, au début, oui, ça se voit pas, mais que forcément, comme c'est des phases où c'est oscillant, en fait, il y a des phases où tu vas bien, il y a des phases où tu vas moins bien. Et donc, bah, je pense que ça peut créer en fait un mal-être peut-être pour la dame. Enfin, après, je veux pas non plus extrapoler parce que j'ai horreur de dire oui, si, 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 si. Ça, c'est quelque chose que j'enlève que j'essaie d'enlever de mon vocabulaire parce que je trouve qu'avec des si, on refait tout. Donc, en fait, je préfère plutôt dire, de pas dire ouais, et si j'avais pas eu, non, parce que je l'ai, donc c'est bon, quoi. Enfin, mais j'essaye d'avancer, de trouver, de dire, ben, peut-être que c'est bien aussi d'ouvrir le dialogue avec l'autre, ou si c'est pas possible, d'aller voir un thérapeute, parce que ça aussi, voilà, je pense que c'est super important. Enfin, moi, ça m'a aidé, mais des millions de fois. Donc ça aussi, j'ai fait une écriture sur ça. Parce que pour moi, à chaque problématique, en fait, j'ai rencontré quelqu'un. Donc après, je suis passée par l'hypnose. Après, je suis passée mais à chaque fois, j'ai réglé un souci. Puis ensuite, le souci, quand il a été évaporé, en fait, j'ai pris un autre thérapeute qui m'a accompagnée pour autre chose. Donc je pense, mais bon, ça, c'est moi. Donc j'ai dit, ben, il faut ouvrir aussi le dialogue sur ça. Comme on va à la salle de sport, on trouve ça normal de faire du kiné, de la kiné, etc. Mais je pense que pour la tête aussi, c'est nécessaire d'avoir des bulles d'oxygène pour, en fait, s'aérer. Et puis moi, je suis quelqu'un de très cérébral, c'est-à-dire que je pense énormément de choses. Donc ça, c'est peut-être aussi enfin, peut-être un travers des choses, je sais pas, mais j'aime bien comprendre les choses, j'aime bien tu vois, les digérer et savoir pourquoi je réagis comme ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc, j'aime bien aussi poser des mots sur des choses que je ressens et en dialoguer avec un expert qui s'occupe en fait du mental, quoi. Parce que, ben, je te dis, quand j'ai perdu mon père, je faisais des rêves atroces et donc j'ai cru que c'était lié à la prise des médicaments avec Parkinson. Donc en fait, j'étais un peu désappointée parce que je me dis: «Est-ce que je dois en parler ou on va me prendre pour une folle?» Parce que je vais dire, parce que normalement avec certaines médications, on peut avoir des visions. Donc bon, bah, voilà quoi. Mais après si ça arrive, c'est pas grave, mais il faut en parler pour adapter le traitement. Faut pas rester dans sa bulle à s'enfermer. Donc en fait, j'ai vulgarisé l'affaire en disant: «Bah, voilà, ça m'est arrivé». À ce moment-là, j'étais en niveau 2 donc de prise en charge. Donc tu as plus de prise en charge, c'est-à-dire que tu as une infirmière qui vient. J'étais suivie à Marseille. Après, j'avais un psychologue qui m'avait au téléphone et quand je l'ai contactée, elle m'a dit: «Beh, quand on a un choc très profond émotionnel, ça peut créer ce genre d'image, mais à tout à chacun. Donc c'est pas lié à Parkinson». Donc rien que de lui en avoir parlé, ça m'a soulagée, mais grave. Donc ça, c'est important aussi d'en parler. Et puis, après, tu vois, j'ai voulu aussi montrer des images, tu sais, sur, ce que je vivais, en fait, dans mes cauchemars. Mais finalement, je me suis dit que les gens étaient pas intéressés. Alors, ils sont pas intéressés par les cauchemars, mais par exemple, quand les gens mettent des difficultés sur, des troubles, tu sais, moteurs ou autres, parce qu'au début, en fait, quand j'avais des amis, je disais: «Ben, en fait, j'ai ma famille» et pour montrer que ça marchait bien, la SCP, des fois, je la coupais, tu vois? Puis pour montrer que, tu vois, que ça marchait. Et il y en a beaucoup qui font ça. Après, je critique pas, mais du coup, ma famille, ça l'inquiétait, puis ils se dit: «Non, non, non, vas-y, remets-le, remets-le, remets-le». Puis après, je me suis dit: «Bah, à quoi ça sert d'inquiéter?» puisque en fait, maintenant que j'en ai le bénéfice, ça m'évite, tu sais, de retourner en arrière et d'être inconfortable. Donc maintenant, je le fais plus. Mais bon, voilà, quoi. Après, je me dis: «C'est chacun on est à son niveau», donc peut-être qu'il y en a qui ont besoin, en fait, de le partager parce que ça leur fait du bien et tant mieux, tu vois? Mais d'autres enfin moi je me dis que maintenant je suis plus en retrait par rapport à ça, parce que je dis que j'ai pas envie de faire peur ou de paniquer. Puis moi j'ai des tremblements, là il y en a qui en ont pas du tout et aussi savoir que la SCP, en fait la stimulation cérébrale profonde, elle ne sert que pour des gens qui ont des tremblements et il y a très peu d'élus parce que enfin c'est des «élus» entre guillemets, on n'est pas c'est parce que c'est pas ça. Mais déjà il faut être jeune, il faut pas avoir d'antécédents psychiatriques, il faut pas avoir de troubles cognitifs, il faut pas avoir de maladies associées, il faut avoir une très bonne réponse aux médicaments. Donc en fait, moi je me dis: «J'ai une chance Ouais, tu passes inouïe». par tout un processus pour C'est ça, savoir si effectivement tu es éligible ou pas. exactement. Et d'ailleurs, dans les examens qui sont faits, si je me trompe pas, tu as une évaluation avec un psychiatre aussi Et pour oui, la donc la ça stimulation c'était bien. cérébrale profonde.
Voilà, parce qu'en fait, la première fois aussi quand j'y suis allée, je me suis dit, ben en fait, j'avais plein de questionnements parce que je me suis dit: «Ouais, mais et si je lui dis que j'étais inquiète et tout, que ci, que ça?» Puis le jour où j'y suis allée, le psychiatre qui m'avait suivie était avec 2 élèves, tu sais, qui étaient en psychologie. Je me suis dit: «Est-ce que je vais lui?» Alors je lui dis: «Bah, voilà, je m'excuse, mais j'ai besoin de vous dire qu'en fait, ça m'inquiète». Parce que j'ai dit: «Ben, voilà, si, j'ai quand même des questions et tout». Mais il m'a dit: «Mais si vous vous inquiétez pas», il me dit: «Là, je me serais inquiétée moi». Donc ça m'a soulagée, tu vois? Parce que des fois, tu te dis, ben en fait, tu veux garder ça en rétention parce que tu as peur d'avoir un jugement, mais en fait, il faut le libérer. Donc, même si tu as des problèmes, par exemple aussi, il y a des addictions parce qu'à la sexualité, il y a des addictions tu sais, Au jeu, au jeu, des au jeu addictions, d'argent. voilà, au jeu d'argent, des addictions au tabac, des addictions, tu sais, qui sont liées aussi à la boisson. Donc, en fait, tout ça, moi, je sais que par exemple, avec le Cifrol qui m'est remis, en fait, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'addiction et je sais qu'avec la cigarette, tu vois, moi, j'ai vraiment du mal, c'est-à-dire qu'un coup j'arrête, un coup je reprends, un coup je reprends, un coup j'arrête et là, j'en ai reparlé à la neurologue de ville qui m'a vue, hier ou avant-hier et je lui ai dit: «Ben, voilà, je suis là-dedans et j'arrive pas à sortir de ce créneau» et avant, j'étais à 0,45 et elle m'a dit: «Bah, c'est lié peut-être aussi au fait qu'avec cette médication-là, tu as plus de mal, tu sais, à évacuer». Enfin, donc je me suis dit: «Bah, peut-être que je vais essayer un petit peu de couper tu sais, le truc en 2. Mais moi, je me connais très bien, donc j'arrive à me gérer. Mais après, c'est parce que c'est moi. Quand je vais à l'hôpital, par exemple, tout le monde enfin, au bout de 3 passages, si tu veux, on commence à me connaître. Et heu et donc maintenant, des fois, je leur dis: «Bon, bah, au revoir, mais on se revoit plus avant avant 10 ans». Mais en fait, je suis presque, tu vois, quand je vais dans les services aussi, c'est-à-dire que je suis quasiment la seule qui est debout, tu vois, qui marche dans les couloirs. Donc ça, c'est un peu perturbant aussi parce que ben, ouais, bon, moi, j'essaye d'évacuer ça en me disant: «Bon, bah, chacun est à son niveau» et puis et oui mais bon, après, qu'est-ce que tu peux y faire? Tu peux rien. Mais bon, moi, j'essaye aussi de les soulager en disant: «Ben, oui, ben, si je peux vous aider à faire ma toilette», puis ça me donne la motivation aussi de me bouger moi-même. Donc ça, je participe, si tu veux, de façon active à ma pathologie, mais il y a aussi des fois où la dernière fois j'ai traduit un message, c'est que soignant, soigné, tu vois? Pourtant j'ai fait les 2 côtés et la dernière fois quand je suis allée à l'hôpital, j'ai été pas très sympa avec une kiné parce que quand elle est rentrée dans ma chambre, elle m'a dit: «Mais, vous êtes là pourquoi?» et tout et je lui dis: «Mais attendez», j'ai dit: «Moi quand j'étais aide-soignante, quand je rentrais dans une chambre, je regardais exactement où en était la personne», tu vois? Parce que tu rentres, tu dis: «Ouais alors ça va bien et tout», puis en fait, tu vois, la personne, elle est en fin de vie ou un truc comme ça, donc tu arrives pas avec la même dynamique. Donc moi, en fait, je l'ai pris comme, en plus, comme on venait pour me désimplanter, si tu veux, c'était pas une phase positive. Pour moi, c'était très difficile parce que c'est ce que j'ai dit: «J'avais l'impression qu'on m'enlevait la colonne vertébrale». Donc c'est fort comme impression. Donc et après, j'ai compris que au passage avec une infirmière, elle m'expliquait que cette personne, en fait, c'était pour évaluer mes troubles cognitifs, tu vois? Pour savoir si j'avais pas des troubles qui étaient liés à ça, pour savoir si effectivement ma venue, je savais pourquoi j'étais là. Donc oui, je le savais et ensuite on m'a dit: «Oui, mais en ce moment, cette personne aussi, elle a des difficultés et après je me suis dit: «Mais mon Dieu, comment tu peux être aussi stupide alors que tu as été des 2 côtés et que tu as entendu 1000 fois: "Mais madame, vous pouvez pas me comprendre parce que vous êtes pas malade"». Mais qu'est-ce que la personne, elle en sait? Pas parce que tu es médecin, aide-soignante ou tu sais, agent des services hospitaliers où tu n'es pas malade, tu peux pas avoir une rupture, une séparation, un deuil. Donc je me dis en fait aussi que pour les personnes infirmiers et les médecins, ce serait bien aussi d'avoir, tu sais, peut-être un badge parce que je trouve que régulièrement, on te demande quelle est ta douleur, comment tu te sens aujourd'hui. Bah, eux aussi, des fois, ils devraient, tu sais, mettre un macaron, tu sais, de dire, de santé, tu sais, d'humeur, en disant, ben, aujourd'hui, je suis OK, mais tu vois, puis que les autres, parce que c'est des équipes, me dit ben, que quand il y a une personne qui a subi un deuil ou un machin, ben, qu'elle soit peut-être un peu allégée, ou qu'aujourd'hui, ben, tu sais, on peut peut-être lui mettre un petit smiley avec, tu sais, un visage qui n'est pas forcément, tu sais, open, enfin, qui est pas, ouh, tu vois, mais elle est là pour assurer son travail, mais que peut-être que, voilà, les gens soient plus indulgents et puis des fois aussi dans les services, tu vois, il y en a qui font un peu la fête et moi je trouve ça bien. Et il y en a qui supportent pas, mais c'est vrai qu'aussi, il y en a qui sont des fois en accompagnement de fin de vie, donc c'est pas toujours évident de jauger, mais la vie continue, donc tu peux pas non plus t'arrêter parce que bon, après, c'est très difficile, mais à tout à chacun, il faut avoir l'empathie suffisante pour faire des allers-retours et comprendre que l'autre qui te soigne, c'est une personne qui est comme toi,
qui peut avoir les mêmes troubles, les mêmes difficultés, qui n'est pas épargné par un cancer, par une dame, par un parent qui est malade, par tu vois? Donc je veux dire et ça C'est un souvent on être l'oublie. humain, Voilà, aussi, à quoi. part entière et que des fois on est un peu trop nombriliste à regarder sur soi et même moi qui ai été soignée et soignant, je me suis gourée là-dedans. Donc quand elle m'a repris la fois suivante, en fait, je me suis pas confondue en excuses, mais je lui ai dit: «Ben, excusez-moi parce que ce jour-là, j'ai pas pensé» et elle m'a dit: «Mais vous rappelez de moi?» Ben, je dis: «Oui». Je lui ai dit: «Oui». Si je faisais différemment, c'est vraiment pas à la prendre en considération. Donc après, je lui ai dit: «Bah, excusez-moi, est-ce que vous voulez bien m'excuser?» Elle m'a dit: «Oui» et ensuite on a parlé des voyages et cetera et voilà, mais ça c'était il a fallu qu'il y ait une infirmière qui me dise: «Oui, mais en ce moment, cette personne, elle est pas très bien» et heureusement qu'elle me l'a dit parce que je me suis dit que si elle me l'avait pas dit, je serais peut-être retournée fâchée, enfin voilà. Mais après, toi, tu es arrivé aussi dans ta fragilité, heu, tu vois? Qui a fait que, c'est peut-être aussi pour ça que, tu vois, tu t'es pas posé plus de questions et en fait, ce que je veux dire, c'est que personne n'est fautif finalement. Elle a fait, sa job en disant: «Bon, bah, voilà, je vais lui dire: "Ah, alors comment ça va? Ou pourquoi vous êtes là?"» pour évaluer tes cognitifs et toi, en face, tu étais dans une fragilité. Enfin, tu vois, quand tu dis: «J'ai l'impression C'est qu'on a ça. enlevé la colonne», c'est fort, quoi, donc c'est ça qui est rentré un petit peu, En friction, ouais, c'est ça. Mais après, tu vois, on a fait chacun un pas pour se voir et en fait, ça a permis d'être, tu vois? Parce que quand tu te croises dans les couloirs et que tu vois la personne et qu'elle, tu sais, elle essaye de t'éviter, tu te dis: «Ouais, c'est pas cool, quoi». Donc en fait, tu te dis: «Bon, bah, il faut que je désamorce» et donc bah, l'idée, c'était qu'après, il y avait une prise en charge qui était avec elle. Donc en fait, on a désamorcé et ça, je trouve que c'est enfin, voilà, je trouve que c'est bien aussi de reconnaître, tu vois, les torts parce que c'est pas parce que tu es malade que tu as tous les droits, quoi. Donc non, non, c'est sûr. C'est une belle, preuve d'intelligence émotionnelle. mais après, tu vois, je sais aussi que, par exemple, on m'a dit aussi, bah, que quand tu es en neurologie, parce que quand tu es à Pasteur 2 à Nice, si tu veux, tu as 2 niveaux, tu as la neurochirurgie, puis tu as la neurologie. Et quand tu montes en neurologie, tu vois, c'est un peu le Graal, quoi, tu vois. Donc, tu restes qu'une journée, et donc tout le monde a envie de monter en neurochirurgie, pardon. Donc, tout le monde est un peu, tous les patients, tu vois, ils ont envie de ça. Et puis, malheureusement, tout le monde n'a pas le droit à la SCP. Donc, du coup, c'est un peu, tu sais, tu es un peu regardé comme, pas comme un extraterrestre, mais quelqu'un de chanceux pour pouvoir en bénéficier. Donc, c'est pour ça que je dis, beh, c'est vrai que, bon, après tout à chacun peut pas l'avoir parce que ça et puis c'est pas parce que tu l'as aussi que les troubles après n'évoluent pas, continuent, parce que la maladie continue. Mais l'avantage, c'est que ça te donne beaucoup plus de ça te redonne de la marge thérapeutique et ça, c'est primordial. Et pourquoi aussi j'ai fait la SCP, c'est pour en venir aussi à mon père, c'est que au début, quand j'étais diagnostiquée, en fait, on m'avait dit: «Beh, vous y allez à SCP». Puis mon père, il dit: «Ouais, c'est bien parce que même si tu guéris pas, en fait, tu auras toujours une possibilité de bénéficier de cette intervention» et au début, en fait, lui, il trouvait ça comme merveilleux. Puis moi, quand j'ai vu les images, j'étais super choquée, quoi, parce que j'étais pas prête. Donc je pense aussi qu'au début, c'est normal peut-être que tu fasses un rejet, mais plus tu en entends parler, plus tu plus tu pas visionner, mais après tu es très bien accompagné dans les centres qui font ces chirurgies, quoi. Tu es pas, du jour au lendemain projeté sur la table. Je veux dire après la personne, il y a une infirmière qui s'occupe spécialement de ça, ça s'appelle, de l'éducation thérapeutique pour Parkinson, qui te prend en charge du début à la fin. Puis même cette personne-là, en fait, je lui ai demandé si elle pouvait être là le jour J, elle m'a dit oui. Donc, tu vois, c'était formidable pour moi. Mais après, ce que je veux dire, c'est que, voilà, je suis allée faire la SCP parce que en fait, j'y suis allée quand bah, après avec le décès de mon père. Après, j'ai eu 1 an pour, ben, vivre sans la pompe et tout parce que j'arrivais plus, parce que ça me comme je disais, ça me blessait puis ça me faisait mal donc et après j'avais des choses à régler aussi parce que j'avais ma mère qui pouvait pas vivre seule, donc j'ai eu beaucoup de choses, puis mon fils aussi à gérer, puis moi, puis bon et donc, ben, tu vois, après j'ai fait la démarche d'aller à l'hôpital au bout d'1 an et ensuite, quand je l'ai fait, tu as 5 jours, en fait, d'hospitalisation. Donc pour moi aussi, c'était difficile à accepter parce que je laissais mon fils seul à la maison. Mais après, quand ça a été fait, j'ai dit: «Beh, il me faut une date maintenant». Enfin, après, c'est passé, tu sais, en commission, puis on m'a dit: «Beh, c'est bon pour vous». Mais après, il me fallait une date et après, donc ça a été projeté, mais je sais qu'il y a des gens qui font la démarche après mais après, j'ai été étonnée parce qu'il y en a qui donnent pas suite, qui reviennent pas, qui abandonnent ou qui le font pas et ça m'a beaucoup questionnée. Je me suis dit: «Mais pourquoi ils abandonnent? Pourquoi?» Tu vois? Pourquoi, quoi? C'est pas si, c'est pourquoi? Pourquoi? Donc je ne sais pas pourquoi ils ont pas été jusqu'au bout, mais voilà. Moi, j'avais une sorte d'urgence.
fils et pouvoir aussi accompagner ma mère, en fait, il fallait absolument que moi, en fait, tu vois, que je sois opérationnelle et de toute façon, si je l'avais pas fait là, je veux dire, je j'avais plus la possibilité vraiment j'avais plus de marge thérapeutique, si tu veux. À chaque fois que je prenais les cachets, je les prenais toutes les 2 heures, donc je veux dire, et des fois, j'avais même pas de pause, quoi, parce que à peine j'avais pris, si tu veux, j'avais peut-être 15, ou une demi heure de confort et ensuite c'était de nouveau, j'étais en phase off. Donc si tu veux, le truc, c'est que la question, c'était soit tu continues à vivre comme ça, mais comment tu vas assumer ton gamin, quoi? Je veux dire, à un moment donné, moi aussi, il faut que je puisse l'emmener en situation d'urgence à l'hôpital, il faut puis je vis seule. Donc si tu veux, il y a aussi le fait de dire: «Oui, le papa de Sandro, il est présent, mais on n'habite pas ensemble et oui, il est là dans les situations d'urgence ou des choses comme ça, mais au quotidien, en fait, c'est moi qui assume Sandro, donc c'est pas voilà, puis ma mère aussi, tu vois? Elle est en EHPAD, donc je veux dire, je suis assez, dans le sens où moi, je suis un petit peu isolée et c'est pour ça aussi que je pense que c'était aussi une idée thérapeutique de me dire par exemple, là, quand je suis partie à Valberg pour marcher, je me dis: «Je ne suis pas seule». Tu vois? En fait, pour moi, je me suis dit: «Bah, j'ai un élan de communautarisme» et je me suis dit: «Bah, en fait, on est plus de 200 000 en France à avoir cette maladie» et j'avais besoin, en fait, de peut-être aussi de rencontrer ou de tu vois, de partager ça avec d'autres et du coup, ça m'a donné une force supplémentaire en me disant: «Ben, en fait, moi qui ai pas une grande famille, ben, en fait, je me dis: "Bah, maintenant, j'ai une très grande famille", tu vois? Et c'est ça que je cherche, en fait. Donc des fois, c'est un peu difficile parce que, bah, tu mets beaucoup d'énergie et beaucoup de choses et puis, bon, des fois, tu pas, c'est pas que je suis déçue, mais c'est que des fois, tu penses avoir vite un retour et puis, en fait, ça met du temps à mettre en place, tu vois? Mais bon, je pense que j'ai un caractère aussi à être très, exigeante, donc envers moi, donc des fois, je suis un peu trop exigeante aussi envers les autres et ça, c'est quelque chose que je dois retravailler, ça, c'est Est-ce que tu penses que c'est dû aussi au fait, que tu as peut-être un rapport au temps aussi, qui est Mais en différent ou réalité qui a aussi, moi, ce que changé? j'aimerais, c'est pouvoir, mourir dans la dignité, quoi. C'est-à-dire qu'au Canada, j'ai une amie, en fait, Marina, qui travaille dans un établissement où quand tu as décidé, en fait, que en fait, ta vie, elle était bien, mais que en fait, après, ça allait décliner et que et ben, en fait, tu as le choix de mourir dans la dignité et ça, en France, on n'a pas encore cette ouverture. Donc moi, je me dis: «Ben, en fait, mon fils, je suis engagée avec lui encore, parce qu'il bon, il a 12 ans, donc oui, j'aimerais bien l'accompagner au plus loin, mais si c'est pour être complètement dégradé, tu vois, pour moi, ça m'intéresse pas. Pour le moment, bon, je lui en fais pas part, là, c'est parce qu'on a une ouverture sur une discussion future. Mais au jour d'aujourd'hui, je me dis qu'il y a tellement de gens qui sont en établissement, en EHPAD, puis qui ont perdu leur tête et puis qui sont dans un inconfort et que si de leur vivant, ils voyaient comment ils étaient, en fait, ils auraient préféré, tu sais, partir et laisser, tu vois, les biens à leurs enfants et pas manger tout le patrimoine pour payer un établissement de santé, tu vois? Enfin, donc bon, après, ça, c'est un dialogue qui n'est pas encore bien ouvert en France, mais moi, je me suis toujours dit, enfin, pas toujours dit, c'est que là, je me suis dit que plus tard, bon, c'est pas de suite, hein, mais peut-être qu'à 75 ans, ouais, si je vais jusqu'à 75 ans, parce que rien n'est garanti, mais voilà, que ça m'irait, quoi, voilà. Mais bon, après ça, c'est moi parce que je me dis: «Bon, bah, j'ai eu mon fils à 40 ans, donc il va falloir si je voulais avoir des petits-enfants, de toute façon, qu'est-ce qu'il fera mon fils? Il me les confiera pas forcément, donc puis un petit bébé quand tu as 80 balais, enfin, je veux dire, après tu non, non, enfin, je sais pas. Puis donc après oui, il peut y avoir un progrès, mais le progrès, il va être plus lent. Puis nous, on n'en bénéficiera peut-être pas, mais je fais toujours ces démarches pour me dire: «Ouais, voilà, c'est bien pour mon fils, c'est bien pour les générations futures, donc il faut le faire pour eux» et que si on peut repousser la maladie au maximum, ben, tant mieux, quoi. Voilà. Donc je suis jamais en fait, j'essaie de pas trop être, tu sais, défaitiste ou être, alarmiste ou voilà, parce que je trouve que c'est pas parce que tu voilà, que quand tu es dans l'alarmisme ou quand tu es dans le négatif, en fait, c'est pas ce qui va t'élever et c'est pas ce qui va permettre de rencontrer l'autre. Alors après, c'est pas toujours évident, hein. Il y a des jours où j'ai pas envie de sortir, il y a des jours où j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, où j'ai pas envie de communiquer. Puis quand je sors aussi, j'ai l'impression que tout va à 50 000 à l'heure, quoi. Tu vois? Enfin, je sais pas si d'autres le vivent comme ça, mais alors je sais pas si c'est lié aussi au fait qu'on vieillit. Je pense aussi, mais la maladie, tu vois, des fois quand je suis, bombardée, tu sais, par les voitures, dans une foule et tout, tu vois? Pour moi, il y a trop de stimuli extérieurs et du coup, j'ai l'impression d'être,
tu vois, d'être pris par le bruit, l'agitation et de plus être, en adéquation avec ce qui se passe autour. Mais bon, après les personnes qui vont dans l'âge préfèrent avoir des endroits plus calmes. Bon, ça dépend. Il y en a qui sont plus près pour préfèrent avoir les communautés, enfin, plus près de la ville, je sais pas. Donc ça, après, je me dis: «Bon, je me laisse le temps voilà, de mûrir» et puis quand j'ai été voir aussi, je pense qu'on peut pas non plus tout mener, de front. C'est-à-dire qu'il faut prendre chaque chose, chaque situation, faut pas s'éparpiller, voilà. C'est ça qu'elle m'a dit aussi, c'est que, voilà, aujourd'hui, il faut se poser et après prendre les pas les problématiques, mais les choses à gérer au fur et à mesure. Ouais, c'est une question que je voulais te poser parce que en tout cas moi, quand je t'écoute, je me dis: «Waouh, enfin, on sent de l'optimisme, c'est sûr et certain, un amour pour la vie, une grande résilience par rapport à tout ce que tu as traversé». Puis je pense aux personnes qui vont nous écouter. Comment tu t'organises au quotidien? Parce que comme tu dis, tu es maman d'un garçon de 12 ans, je ne sais pas si tu t'occupes encore de ta maman, on sait, bah, voilà, il y a différentes étapes aussi que tu traverses par rapport à la maladie et comme on le disait aussi par rapport à l'évolution de la vie. Aujourd'hui, tu es une femme de 52 ans, tu es plus la même femme que tu étais, il y a 10 ans. De manière pratico-pratique, entre guillemets, enfin, est-ce que ça te demande une organisation particulière, au quotidien? Bon. Bah, en fait, toutes mes journées sont super méga enfin, en général, sont très occupées. Donc là, Sandro, mon fils, il est chez son père. Donc là, du coup, j'ai du temps pour moi. Donc, ça aussi, c'est une première parce que, avant, bah, des fois, on partageait du temps commun. Mais bon, maintenant, mon fils, il va tout seul chez son père qui donc ça, c'est plutôt positif. Hem Et par exemple, ce matin, bah, sur Instagram, j'ai fait mes carrousels, tu vois? J'ai organisé ça pendant presque 2 heures. Après, j'avais fait une petite demande si certains étaient intéressés pour faire un direct en live. Donc c'est aussi ce que j'ai essayé de faire. Après, ben, cet après là, je voulais me mettre à courir, mais il faisait pas beau, donc du coup, j'y suis pas allée. Je suis allée chercher des pantalons pour mon fils parce qu'il aime bien tu sais, des pantalons qui sont assez larges. Donc je les trouve que chez Okaïdi. Donc en fait, j'ai été les prendre pour lui. Ensuite, beh, je suis rentrée. Après, j'ai été voir si, tu vois, Céline, ma copine, était branchée. J'ai essayé d'avoir, un contact avec elle. Après, j'ai téléphoné aussi à mon oncle parce que c'était son anniversaire et ensuite, comment dire? Après, j'ai organisé aussi une journée pour demain parce que demain, je vais voir Odile, à Villencroze, là où j'habitais avant. Parce que, du coup, je lui ai parlé du petit réel qu'on pourrait faire justement sur sa perte de cheveux lors de ces opérations qui l'avaient un petit peu, déstabilisé. Après, qu'est-ce que et là, après, bon, bah, j'avais du temps aussi à te consacrer. Donc tu m'avais demandé 2 heures, donc voilà, pour être au calme. Donc voilà. Après, bah, tu vois, demain, donc je vais bouger et je vais donc aller à Villecroze. Donc j'ai 1 heure de route et tout ça aussi, c'est motivé aussi, tu vois, cet élan d'aller chez les autres et c'est pour ça que je trouve très bien aussi sur l'Instagram, c'est que ça m'a mobilisée, tu sais, pour retourner, pour repratiquer des choses. Par exemple, là, je vais retourner faire de l'équithérapie parce que, voilà, j'en avais fait avant mon opération et j'avais trouvé ça excellent et avant, je faisais partie aussi d'un cercle de femmes, comme je te disais et c'est vrai qu'avec, ben, mes implants, mes réimplants, puis les voyages avec mon fils, c'est vrai qu'à chaque fois, bah, j'ai pas été au rendez-vous parce qu'à chaque fois, ben moi, j'avais des rendez-vous aussi avec moi. Après, ça pose pas de problème parce que chacun après réorganise, tu vois, pas ses priorités, mais par rapport à son temps et mon fils en fait, ben, moi c'est important de partager des choses avec lui, voilà, en ce moment et de partir toutes les moments en vacances. Mais par exemple, mon fils avant, par exemple le soir, il était pas autonome au niveau de, tu vois, de l'école et je comprenais pas pourquoi. Donc ça, j'en ai parlé à ma psychiatre qui me suit et elle m'a dit: «Mais en fait, il faut que tu dialogues avec lui» parce que moi avant quand j'étais jeune, j'étais dyslexique. Donc en fait, j'ai mis des choses en place et lui, en fait, tu vois, il avait du mal à accepter. Puis ma psychiatre, elle m'a dit: «Mais il faut que tu demandes si d'abord les choses que tu mets en place, lui, il les veut aussi. C'est pas parce que toi, tu as traduit ça comme ça, que lui, en fait, tu vois, il va accepter». Donc en fait, on en a parlé et donc je lui ai dit: «Ben oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé» et depuis que je lui ai parlé de ça, je lui ai redonné son autonomie et maintenant il me demande plus pour travailler le soir avec lui. Donc ça, c'est une liberté totale. C'est-à-dire qu'avant, ça me frustrait, enfin, entre guillemets, parce que j'étais obligée de faire les leçons. Puis moi, les leçons et les devoirs, c'était vraiment,
me dis, tu sais, tu as déjà fait tout ton cursus, tu pas forcément envie de te replonger là-dedans et en plus, quand ils sont enfants, tu vois, la pédagogie est tellement changeante que je suis plus du tout en adéquation, tu sais, avec les nouvelles mesures, mises en place. Donc j'ai dit à Sandro: «Puis plus tu vas grandir et moins j'aurai d'affinité avec ça». Donc je lui dis: «Ben, en fait, je vais te faire confiance, on va faire un pacte. Tant que ça va à l'école, ben, en fait, le soir, tu peux faire, tu vois, tu fais tes devoirs tout seul, tu t'organises tout seul, il y a pas de souci». Donc, en fait aussi, il y a beaucoup de pression sociale, enfin peut-être moins au Canada, mais en France, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, enfin beaucoup de restrictions. Dès que tu parles, en fait, tu as toujours l'impression d'avoir quelqu'un qui est, tu sais, qui a un regard, tu sais, d'injonction sur toi à dire: «Ouais, faut pas qu'il soit exposé à ci, pas exposé à ça, pas ci, pas ça» et ça, c'est un peu difficile. Donc, bon. Oui, quelqu'un d'extérieur qui n'est pas la maman, mais qui, de par son statut social, va te dire: «Tu sais, c'est comme ça qu'il faut faire». Ouais, mais peut-être qu'en fait, ça convient pas à ma situation, ça convient peut-être pas à mon enfant et peut-être qu'il peut le faire. On s'organise, d'une autre façon. Donc du coup, si je comprends bien, tu dirais que tu t'organises, selon tes journées? Tu y vas, bien sûr, la priorité, c'est ton fils, Sandro, ça c'est sûr et certain. Ouais, puis après, en fait, si tu veux, quand j'ai aménagé, en fait, sur, Fréjus, si tu veux, quand mon père était encore là, en fait, j'avais acheté un appartement avec, la vente d'un bien que j'avais avant sur Paris. Donc, mais il manquait un peu de sous, donc mon père m'avait donné un petit peu d'argent, donc j'avais acheté ce bien. Puis quand il est décédé, donc, ben, en fait, voilà, j'ai réacheté au rez-de-chaussée où j'ai tout mis de plain-pied pour plus tard. Et puis maintenant, en fait, le dessus, si tu veux, je faisais du booking.com et du home exchange et c'était pour montrer à mon fils que, ben, malgré la maladie, j'étais en capacité de faire des choses parce que ça fait depuis 2021 que je suis rentrée en invalidité. Mais, donc en fait, tu vois, je voulais lui montrer que c'était possible de faire des choses parce que ça me contrariait peut-être de ne pas avoir un statut social, «normal» entre guillemets. Donc en fait, je me suis mis à préparer mon appartement là-haut pour recevoir des gens et échanger. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais là, en fait, je trouve que c'est très épuisant. Et puis quand j'ai des soucis, si tu veux, je suis toujours à demander de l'aide à son papa, au papa de mon fils. Et c'est toujours au moment où il y en a une personne qui s'en va, une personne qui rentre. Donc c'est toujours dans l'urgence. Ça met du stress. Et en fait, j'ai décidé de m'en séparer en me disant, bah écoute, ok. Et comme je sais que devant moi, si tu veux, la route, elle est encore longue, mais pas si longue que ça. Et en fait, j'ai envie de profiter. Donc, je vais vendre cet appartement. Puis ça me permettra aussi, tu vois, d'avoir un peu d'argent de côté pour me projeter peut-être sur un autre endroit de ma vie où j'aurais vraiment décidé de poser mes bagages. Parce que pour le moment, en fait, j'ai suivi mon parcours professionnel. Après, j'ai suivi mon père parce que c'était une personne voilà, que j'aimais beaucoup. Et puis, comme il était avec ma mère qui était malade, donc en fait, je me suis dit que ce lien de proximité, ça pouvait, tu vois, lui convenir. Donc, c'était parfait comme ça. Et finalement, bon, il n'est pas venu habiter ici et ma mère, elle est en EHPAD. Donc, je me suis dit que moi, en fait, maintenant, il fallait que je sache où je voulais poser mes bagages. Et donc, pour le moment, je ne sais pas. Donc, je vais faire un petit tour, peut-être en France, pour voir où je pourrais poser mes bagages, mais pas trop loin non plus de mes amis. Donc, je vais pas non plus peut-être partir, tu vois, à Dash. Mais bon, voilà, c'est mon idée. Parce que j'ai dit dans la vie, mon père disait toujours, faut se nourrir de projets. Donc, si tu n'as plus de projet, finalement, tu vois, pour moi, c'est pas pensable de ne pas aller dans cette philosophie parce que les projets, ça te nourrit et ça te permet de te dire, ouais, je suis vivant. Et tant qu'il y a des projets, ben, ça mobilise l'énergie. Puis moi, j'aime bien aussi Mike Horn aussi, qui dit qu'en fait, on est fait d'eau et que c'est le mouvement, en fait, c'est la vie et que si tu stagnes, ben, en fait, ça pourrit, quoi. Et puis quelqu'un qui bouge pas, ben, c'est quelqu'un qui stagne. Et puis nous, en plus, on est obligé de bouger pour garder la mobilité. Donc c'est pour ça que voilà, j'aime bien les projets, j'aime bien nourrir ma tête de ça. Puis là, je suis allée aussi voir Antoine de Maximi. Donc ça, c'est quelqu'un, j'irai dormir chez toi. J'adore ce personnage. Mon père, il le regardait aussi. C'est quelqu'un, en fait, que, tu sais, quand je regardais, il y a des fois, quand tu regardes des choses, tu sais, ça te gêne. Enfin, moi, ça me gênait. Puis maintenant, je me dis, ouais, pourquoi ça te gêne? C'est que si tu regardes quelque chose et que ça te gêne, c'est parce que tu n'as pas encore fait Ça vient un travailler pas. quelque chose. Voilà, ça devient titiller un truc en toi qui est pas clair. Et en fait, je l'ai rencontré et on a pris une photo ensemble, mais voilà, j'ai adoré et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et donc voilà, je remercie ces personnes. Je suis pas forcément une groupie, mais c'est 2 personnes en fait que j'admire énormément et
Et puis bon, après, il y en a d'autres, hein, que j'admire, mais c'est vrai qu'eux, c'est des piliers, enfin, voilà, C'est vrai qu'on n'est pas revenu sur ton parcours, mais on y est allé comme on s'était dit, hein, go with the flow, puis c'est ça qu'on a c'est suivi, ça. puis c'est très chouette. Aujourd'hui, donc ça fait 12 ans que tu c'est ça, hein, 40 Ouais, ans et ça tu as fait depuis, 52? ouais, 40, ouais, exact, C'est ça. 52, donc ça va, c'est un calcul qui est facile à faire, c'est 12. En plus, Pour c'est l'âge de quelqu'un mon qui fils, donc commence c'est à être nickel. dyslexique avec les chiffres aussi, c'est parfait là. On sait que tu es passé par plusieurs étapes, tu en as parlé, bon, il y a eu la médication, la pompe, tu as eu la stimulation, cérébrale profonde sur lequel, tu as dû revenir 2 fois, hein, c'est ça? Parce qu'il y avait un problème avec, avec les sondes. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu es heureuse ou quelle serait ta définition du bonheur? Alors le bonheur pour moi, en fait, ce serait d'être en paix parce que, d'être en paix avec ce que je suis, avec mes émotions et ce que je veux. Parce qu'en fait, je pense que pendant longtemps, j'ai été gentille et en fait, gentille, tu vois, c'est un truc quand j'étais voir la psychiatre, elle m'a dit: «Mais les gentils, en fait, on leur marche dessus, c'est des paillassons». Donc en fait, elle m'a dit: «Être gentil», elle me dit: «Ne soyez plus gentil». Donc c'est pas pour être dans, tu vois, la revanche ou dire des choses, mais en fait, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir plus, tu vois, les idées plus claires sur ce que je veux et que enfin je me suis positionnée en tant que femme. Alors qu'avant, j'étais toujours positionnée en tant que peut-être, petite fille ou tu vois? Ou pas petite fille, mais, en attendant, tu sais, que les choses viennent d'ailleurs et de pas voir en fait, les réalités, en règle enfin les règles du comment dire? De ne pas être en conformité avec ce que moi je ressens. Donc en fait, au jour d'aujourd'hui, voilà. Au jour d'aujourd'hui, j'essaie de clarifier en fait mes relations et d'être posée et de ne pas me perdre en fait là-dedans. Et le truc, c'est que des fois, en fait, tu as l'impression que comme tu as Parkinson, en fait, que du coup, les gens, ils mettent ça sur le coup de Parkinson, mais c'est pas ça, c'est que Parkinson, ça m'a permis aussi de moi de grandir en tant que Virginie et autant que Madame Parkinson, mais en tant que Virginie et d'être, tu vois, être bien posée dans mes baskets. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des choses où je suis plus, d'accord, il y a des choses où je suis d'accord et hem et en fait, je suis en train de clarifier les choses et des fois ça fait un peu peut-être peur parce que je voilà, je remue des choses et que peut-être que les personnes ne sont pas au même niveau, pour entendre et donc voilà. C'est-à-dire que c'est pas que le dialogue est rompu, mais c'est qu'aujourd'hui j'ai besoin de clarifier les choses et que les choses soient posées, voilà. C'est peut-être, lié à l'âge aussi. Oui, aussi. Hem, oui, excuse-moi, je voulais te dire, est-ce que tu dirais que bah, c'est ça. Est-ce que tu penses que c'est lié à l'âge ou vraiment est-ce que la maladie t'a ou c'est toi qui l'as pris comme ça, hein, t'a amené à arrêter d'être gentil ou à te positionner ou à te dire: «Bah, non, en fait, je vais peut-être pas y aller avec ce qu'on attend de moi ou ce que la société, aimerait que je suis ou que je sois, mais je je ne continue plus ce chemin-là. Je choisis mon chemin et maintenant, voilà, j'assume peut-être aussi plus qui je suis. Je mets mes limites». Comme tu dis, le dialogue est pas rompu, mais tu t'affirmes peut-être plus, dans tes relations. Est-ce que tu penses que sans la «maladie», entre guillemets, ça aurait été tu aurais peut-être marché, continué à marcher sur le même chemin, pardon? Alors quand je te dis ouais, quand je te dis, ouais, avec des «si» on refait tout, donc le «si» en fait, j'essaie de pas l'utiliser, Je suis mais en tombée fait, dedans. tu es tombée en plein dedans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, je suis suivie par une, psychiatre qui, en fait, devait L'avantage, en fait, suivre c'est parce que qu'à moi, je chaque me fois, suis toujours comme mis en aussi second, j'étais donc j'avais emmené soignée, ma mère, enfin c'était soignant et une soignée, si tu psychiatre, veux, en au niveau fait, des qui était dialogues, vraiment en fait, excellente, j'ai les mots qui qui m'avait été correspondent au conseillée par langage, ma neurologue, tu tu sais, médicale. Donc ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai eu des difficultés, j'ai toujours rencontré le bon intermédiaire qui m'a toujours fait confiance en me donnant son numéro de téléphone, en me disant: «Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter». Puis j'ai toujours utilisé ça avec parcimonie et ça m'a beaucoup aidée. Et donc quand en fait, le docteur, le psychiatre qui me suit actuellement, en fait, j'avais emmené ma mère. Ma mère, en fait, je l'emmenais toujours chez le médecin, tu sais, elle me demande toujours 50 000 trucs, bon bref. Mais ça, c'est lié à sa pathologie. Mais mon père, si tu veux, ben, moi, je vivais ça un peu d'extérieur, puis il m'en a jamais parlé.
Tout ça pour en venir que quand j'ai téléphoné après la psychiatre en disant: «Beh, est-ce que vous pouvez, me proposer quelqu'un pour me suivre?» Elle me dit: «Mais oui», parce qu'elle me dit: «Mais moi, je vais vous suivre». Elle dit: «D'habitude, je suis pas les gens dans le tu vois, la famille parce que Dans la s'il y même a famille. trop». Voilà, mais elle m'a dit: «En fait, mais c'est quand je vous ai vu vous et votre mère arriver, celle qui en avait le plus besoin, c'était vous». Et quand elle m'a dit ça, en fait, ça m'a surpris et donc à partir de là, si tu veux, j'ai commencé une démarche intellectuelle et en fait, je suis allée chercher les informations, donc comme à chaque fois. C'est-à-dire que je suis allée, tu vois, j'ai fait aussi le CCAS, hein, donc le CCAS, en France, c'est pour faire, en fait, le café des aidants. Donc le café des aidants, c'est pour aider, en fait, les personnes qui étaient comme moi, qui aidaient ma mère. Donc du coup, j'y suis allée et c'est pour ça que j'ai une sensibilité aussi au café, Parkinson parce que je me dis que, bah, si j'avais été au travail, dans un travail et que j'avais connu ça, peut-être que là, j'aurais pu avoir, tu sais, une discussion pour connaître, tu vois, Mmh. les difficultés des gens qui travaillaient. Parce que des fois, Je comprends. ben, tu es un peu limité donc ça m'a beaucoup aidée. C'est pour ça que je suis très touchée par Parkinson, par France Parkinson par rapport à ça et puis au début, je voulais m'engager, en fait, pour le Québec et puis finalement, comme le voyage du Québec, c'est pas fait, donc du coup, je vais le faire en France. Donc c'est pas plus mal, tu vois? Finalement, c'était mieux de le faire pour ici, finalement, parce que ça a plus de sens, enfin, en logique, puisque j'habite ici. Donc, donc voilà, donc tout ce parcours pour te dire que finalement, bah, en fait, cette psychiatre, elle m'a dit: «Beh, je vais vous aider et je vous lâcherai pas» et ça m'a beaucoup, tu vois, ça m'a fait enfin, ça m'a c'était une main qui était tendue et je l'ai saisie parce que, c'était vraiment nécessaire et aussi parce que tu vois, ma mère, en fait, quand je la dépose, en fait, tu vois, les gens, quand j'ai eu ma famille qui est venue de Paris pour la voir, ils étaient surpris parce que quand tu la déposes chez elle, déjà, je lui ai dit: «C'est chez toi, c'est ton environnement». En fait, elle avait toujours la banane, elle avait le sourire et donc ça, c'est tu te dis: «Bah, ça, c'est gagné». Et avant, je prenais pas tu vois, j'étais sur mon repli, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle me disait quelque chose, hop, je bondissais dessus. Puis, tu sais, voilà et maintenant j'ai dit: «Bah, il faut que j'accepte aussi qu'elle veut pas faire les activités. Il faut que j'accepte aussi que des fois, ben» et puis je sais comment elle parle, comment elle traduit son mal-être et son mal-être, ça passe toujours par: «Je vais pas bien, je vais pas bien». Donc si tu veux, voilà, après il a fallu que quelqu'un me dise, en fait, que la psychiatre me fasse une ordonnance en disant: «Je vous autorise à ne pas à la mettre en indésirable» et donc c'est ce que je me suis autorisée à faire et par son biais, donc si tu veux, ça c'était une soupape. Mais je pense que quand les gens, ils t'ont connu avant et que maintenant ils te connaissent, maintenant, je pense que, voilà, ils ont l'impression des fois que tu dérailles ou que c'est lié à ta pathologie donc ça, c'est un peu, mais voilà, le but c'est pas de les blesser ou de dire, mais c'est de se rendre compte de qui on est au jour d'aujourd'hui et de ce dont on a besoin aujourd'hui. Ouais, puis, quelque part, quand on reprend des parts qui nous appartenaient et qu'on a peut-être un petit peu mis en sourdine ou laissé échapper dans les relations, bah, tu fais miroir aussi, tu permets aussi aux autres de reprendre ce qui leur appartiennent et d'accepter justement, bah, voilà, qu'ils veulent faire ci ou qu'ils veulent pas faire ça. Fait que tout le monde est un petit peu gagnant finalement, dans l'histoire, mais c'est encore une fois là, c'est pas évident, hein. Ça demande d'aller regarder, à l'intérieur de soi, d'aller regarder ses parts d'ombre, qui ah là, des choses qu'il faut gratter, qui sont là depuis, parfois des fois qui remontent à l'enfance. Donc d'où l'intérêt et d'où l'importance, comme tu le dis, je pense vraiment de se faire accompagner et de trouver, le ou la professionnelle qui vont pouvoir, pas faire les choses à ta place, mais en fait t'accompagner pour que toi tu puisses le faire de manière sécuritaire et que tu avances à ton rythme en fait, sur les choses sur lesquelles tu dois travailler, quoi. Bah oui, c'est ça, c'est qu'après, en fait, je me dis que c'est pas pour rompre le dialogue, mais au contraire pour ouvrir sur un dialogue beaucoup plus, tu sais, comme de dire: «Ben, moi, voilà, je pensais que» tu vois? Je pense enfin, c'est pas que je pensais, c'est que en fait, je me dis: «Bah, voilà, moi, je ressens les choses comme ça, toi, t'en es où?» mais c'est pour clarifier les choses et se dire: «Bah, OK, on va avancer ensemble sur cette voie-là, mais maintenant, voilà, c'est pas mes attentes, mais c'est de dire: "Bah, voilà, moi, comment j'ai ressenti les choses, toi, tu les as ressenties différemment, on va en discuter. OK." Donc ça, c'est OK. Et puis après aussi, tu vois, enfin, j'ai beaucoup de choses là qui sont à mettre, en place pour, mon organisation, personnelle et et donc, bah, ce sera un prochain, prochain rendez-vous parce que si tu veux, c'est surtout ne pas s'oublier et puis aussi de dire: «C'est pas parce que je suis malade que je suis, dépendante de».
et par contre, je sais en cas de coup dur, oui, je sais que j'ai des appuis extérieurs et ça, c'est bien. Mais ensuite, ce qui fait peur aussi, c'est d'être, tu vois, lâchée aussi dans l'inconnu parce que moi, avant, j'avais souvent mon père et du coup, j'ai un peu essayé de me raccrocher, tu sais, au rideau pour dire: «Beh, il y a plus personne, il y a plus personne». Donc et après, tu as des personnes qui t'ont tourné le dos aussi et puis, ben, en fait, c'est des personnes sur qui tu n'aurais pas tu pas pensé. Mais après, voilà, c'est juste. Je me dis que si c'est arrivé comme ça, c'est que c'était juste, c'est tout. Donc après, il faut pas non plus, voilà, il faut digérer, mais surtout, en fait, ce qu'il faut dire, c'est il faut pas s'oublier là-dedans. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Puis chacun porte ses responsabilités aussi. Ben c'est ça, c'est que et je pense qu'en fait, quand tu es dans la ma en fait, c'est pour ça que je dis qu'au niveau du plan, tu sais, de la santé mentale, c'est super important. Parce que, parce que le physique, tu vois, là, j'essaye de me remettre en forme, donc là, je me suis dit que j'allais recourir et me remettre en forme pour faire, tu vois, le tour du Queyras et cetera. Avec, donc là, je sais pas encore si je le fais, avec mon fils ou pas et le GR20 aussi, je vais le faire avec mon fils. Donc là, après, j'ai lancé parce que la plupart du temps, je le fais avec, les mêmes organismes parce que, bah, c'est des organismes que j'aime bien. Donc j'aurais tendu la main pour dire: ben voilà, on peut faire peut-être un partenariat». Donc heu bon, après, j'ai pas eu de retour encore, mais c'est parce que c'est récent, donc après, il faut que j'attende, mais voilà. Super. Virginie, on arrive vers la fin de l'épisode. J'aimerais discuter avec toi pendant encore des heures, mais comme on a dit, on fera certainement d'autres épisodes. Est-ce que il y a quelque chose que tu veux rajouter, un conseil ou une ressource que tu aimerais partager ou un projet qui s'en vient? Et puis, si on a envie de te découvrir davantage, voilà, quel est le meilleur biais pour te contacter? Alors, alors pour, ce qui est des projets, en fait, ça va être le tour du Queyras en premier. Donc, je pense que je vais le faire en juin et sinon, en fait, là, ce que j'ai dit, en fait, c'est que j'allais faire un tour d'horizon de toutes les personnes qui m'ont aidée et qui sont des personnes ressources pour moi et puis pour donner, en fait, des pistes pour dire: «Ben, voilà, il y a ça qui existe, il y a ça qui existe, il y a ça qui existe». De faire, en fait, sa propre trousse, tu vois, à soi pour avoir tu vois, partir avec ses ressources à soi. Puis après, bah, j'ai mis des trucs et astuces aussi et puis, à chaque fois, j'essaye de développer sur des personnes qui ont été des mes amis aussi. Enfin, j'ai les perruches, donc j'ai des articles. Donc en fait, il y a plusieurs moyens. C'est, bah, soit par le biais d'Instagram parce que voilà, de me suivre ou soit par le biais de mon blog aussi et d'être, force de proposition aussi pour éventuellement rédiger un article. Donc c'est ouvert, donc c'est pas du tout fermé. Puis par la suite, en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'était voilà, le projet aussi, c'est d'ouvrir pour faire, que les personnes s'inscrivent pour laisser leur adresse mail et recevoir régulièrement, en fait, mes petits articles. Donc c'est des articles qui sont assez courts et donc qui nécessitent quoi? Peut-être, 5 ou 7 minutes de lecture. Donc je pense que c'est voilà, ça permet, en fait, d'avoir une petite ouverture sur une petite idée, une pensée et essayer de nourrir ça et d'avoir des retours parce que c'est vrai que pour l'instant, beh, c'est le début, donc pour l'instant, je suis pas très connue, c'est normal et ben, voilà, c'était pour vulgariser les choses et puis et trouver des pistes de réflexion nouvelles pour que tout le monde puisse, s'aérer les méninges et profiter au maximum et dire que, ben, ouais, on a Parkinson. Alors c'est sûr que ça met pas à l'abri des autres maladies, mais je veux dire, tout est à venir et qu'il faut rester surtout positif et ça, c'est mon mot, parce que je me dis que c'est beau encore, c'est une vie et une vie en fait, c'est plein de choses encore belles à accomplir et c'est ça que je voudrais mettre en avant. C'est que moi j'ai trouvé par le biais des voyages, mais après ça peut être autre chose. Ça peut être du bricolage, ça peut être, des nouvelles expériences, une nouvelle formation, un nouvel emploi, des nouvelles rencontres donc voilà et puis j'attends aussi mes t-shirts parce que je vais avoir des t-shirts normalement qui vont m'être envoyés par, Parkinson, France Parkinson qui sont rouges. Donc, normalement, il y avait Anthony avec qui j'ai fait Ciel Mon Parki, qui m'a dit qu'il faisait partie de France Parkinson et notamment de tout ce qui était les projets par rapport à la remise en forme au sport. Donc voilà.
Donc comment te dire? Et ben, je suis très, très contente, en fait, d'avoir participé à ça. Puis ce qui est bien, c'est que je m'inquiétais un peu parce que je me suis dit: «Ouais, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir raconter?» Puis finalement, on a trouvé plein de sujets, puis on a encore plein d'autres parce qu'on a ouvert plein de débats. Donc du coup, j'aimerais vraiment vous inciter à aller voir mon blog et les articles et qu'on rebondisse sur ça. Et puis, bah, en fait, voilà, Tiffany, beh, je suis très, très heureuse de t'avoir rencontrée. En plus, voilà, c'était, des échanges très très pertinents. Ton podcast est super intéressant. J'ai été écouter plusieurs et maintenant je crois que je me suis abonnée, donc ça, c'est sûr et ça Ah m'a ouais. vraiment fait plaisir et si jamais, beh, en fait, ça t'intéresse de creuser un autre sujet, ben, sache que si tu veux bien, beh, je pourrais éventuellement, on pourra travailler ou faire un petit nouveau partage, voilà. Ouais, ouais. Et du coup, ton blog est sur Instagram, c'est Madame Parkinson. Oui, je crois que j'ai mis en fait, j'ai envoyé, il y a le lien, je crois. Oui, oui, c'est même sûr quand tu es sur Instagram, dans la présentation, tu as communautaire, la communauté, puis en dessous, tu as des liens et du coup, je l'ai mis, c'est un petit lien bleu, je crois et ça arrive directement sur mon Insta. Voilà. Et moi, je vous encourage aussi à aller, lire, le blog. Il est super bien fait, super bien écrit. En plus, comme je dis, c'est en chapitres, donc on a vraiment l'impression de plonger au cœur de ton histoire. Hem, on n'est pas revenu sur tout ce que tu as vécu parce que voilà, on s'est dit: «On a envie de mettre l'emphase sur», enfin, tu as envie de mettre l'emphase sur le positif, sur des choses peut-être dont on parle moins. Donc vraiment, moi, je vous encourage à aller, découvrir, Virginie et je suis sûre que ça va faire vraiment écho, chez vous et merci aussi, pour ce que tu fais. Merci pour ton énergie. Hem, voilà, moi, je suis, admirative. Enfin, tu as une force de résilience qui est, vraiment, qui est touchante, qui est vraiment touchante. Tu aurais eu toutes les raisons du monde de t'apitoyer sur ton «sort» entre guillemets et on voit dans toutes les étapes de ta vie comment tu as à chaque fois cherché en fait à transmuter ce que tu vivais pour aller chercher de la compréhension en toi et mettre du sens, hein, comme tu le disais. Continuer l'héritage de ton papa, on sent, hein, que tu avais une très forte relation, une forte connexion à ton papa et tout en voilà, en t'inscrivant déjà dans l'héritage que tu veux laisser à Sandro, ton fils, et aussi dans ton entourage donc voilà, moi, c'était un pur bonheur pour moi de te rencontrer et et à très, 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 très bientôt pour discuter d'autres sujets et puis, de rappeler, voilà, aux personnes qu'elles sont pas toutes seules et qu'il y a toujours des ressources qu'on peut aller chercher en nous, du positif, pour créer, cette nouvelle réalité. Voilà, bah, c'est en fait une nouvelle aventure. Puis en fait, j'ai dit: «Beh, en fait, la le truc, c'est que en fait, je vous lâcherai pas, quoi». C'est que je me suis dit que, voilà, maintenant que j'en étais arrivée là, en fait, j'allais alors certes, j'ai toujours de l'énergie, machin et tout, mais c'est vrai que je vais rester, positive et dire, à très vite et puis merci beaucoup, en fait, ben, à toi pour, ce temps partagé. J'ai adoré, puis tu as une voix merveilleuse et ben, j'ai encore envie de discuter avec vous et avec vous tous. Donc, belle continuation à Mieux vivre avec Parkinson au naturel, parce que c'est très, 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 très beau et c'est très inspirant. Donc voilà, bonne continuation à toi en tout cas. Et puis ben à bientôt. Et puis quand ça va passer, je mettrai un petit tchitchi. Pas de problème. Merci en tout cas Tiffany. Et puis ben belle Merci. énergie aussi à toi. Je t'embrasse très fort et à très bientôt du coup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Virginie. Merci pour votre présence et votre écoute. Vous pensez que cet épisode peut faire du bien, voire être utile à une personne? Eh bien, je vous invite à le lui partager. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de la sortie des prochains épisodes. Si vous aimez mon podcast, eh bien dites-le moi avec 5 étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aide à le faire découvrir à d'autres personnes et pour vous remercier, je mettrai à l'honneur un de vos commentaires en début d'épisode. Pour suivre mon actualité, je vous donne rendez-vous sur mon site internet et mes réseaux sociaux en recherchant Mieux vivre avec Parkinson au naturel. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à très bientôt.